écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 28 août 2025 et c'est l'épisode 421, un peu comme le jeu du 421. Je ne sais pas si vous connaissiez ce jeu avec les dés 421. On va parler de l'actu tech de cet été, en tout cas de ces dernières semaines, de ces derniers jours, avec la nouvelle gamme de smartphones et de montres de Google à grand renfort de fonctions par intelligence artificielle. Alors évidemment, vous êtes habitués maintenant. On va faire le point sur l'actualité des entreprises qui produisent des puces, des processeurs qui sont très concernés, c'est le moins qu'on puisse dire, par les décisions politiques américaines de ces derniers temps. Et puis bien entendu, avant de faire notre rentrée en bonne et due forme, parce qu'on n'est pas encore en septembre, donc la rentrée n'est pas complètement faite, on fait notre pré-rentrée comme on disait juste avant d'enregistrer l'épisode. Donc avant de faire notre rentrée en bonne et due forme la semaine prochaine, on va parler de l'actu de l'intelligence artificielle au sens large, avec des nouveaux modèles, il en sort tout le temps et ces dernières semaines ne dérogent pas à la règle, ce qu'il change, ce qu'il ne change pas et la tendance qui s'oriente dans le domaine vers une bonne grosse bulle des familles. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste, créateur de Tech Café et je ne suis pas seul parce qu'il est bien entendu à la tech ce que le sable chaud est à l'été, il est à la tech ce que la pastèque sortie du frigo est à une journée de canicule. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ravi de bien sentir le sable chaud, le bon sable, effectivement, c'est vrai. C'était bien les vacances, c'est pas contre vous, mais franchement, c'était sympa quand même d'être pas accroché C'est aux sympa news pour... pendant un Bah, moment comme ça, ouais. c'est sympa pour tout le monde, ça fait toujours du bien, c'est propice. Et puis ça devient une difficulté pour moi en tout cas, vraiment pour moi, de me déconnecter. Mais je dois dire que je m'y suis plutôt attelé là sur ce mois d'août en particulier. J'ai pris beaucoup de plaisir, ça fait beaucoup de bien. Et puis là, au moment où on enregistre, je subis un peu l'excès de tranquillité. J'ai un plombage qui a sauté. J'espère que je ne vais pas hurler de douleur pendant l'enregistrement de cet épisode. Normalement, ça va. Il est juste un petit peu, c'est une dent qui est un peu sensible. Quand je voyais mon dentiste ces derniers temps, je disais j'ai une petite sensibilité à cette dent. Oui, je vois rien de spécial. Continuez à vous brosser les dents avec du dentifrice anti-sensibilité, ça va aller. Et puis là, aujourd'hui, je l'ai maudit parce qu'elle aurait dû voir, enfin Guillaume, elle aurait dû voir que ce plombage sauterait et il a sauté. Bon, j'ai de la chance, je la vois demain à 14h, donc ça va être vite résolu. Et il y a des choses comme ça, c'est la chance qui sourit à nous, Guillaume. J'ai un plombage qui saute le mardi 26 août et mon dentiste revient de vacances le mardi 26 août, peut me recevoir le 27 août. Franchement, j'ai de la Je vois chance pas de par quoi les tu te temps qui plains, courent. vraiment. Exactement. Allez, on évacue ce sujet. C'est pas un sujet qui mérite de s'étaler plus que ça. Par contre, on peut accueillir comme il se doit les personnes qui ont accepté de soutenir Tech Café durant cet été. En fait, ils ont accepté de s'abonner, j'imagine, durablement sur patreon.com/techcafé, mais ils l'ont fait pendant cet été où ils ont renouvelé leur engagement. Alors, je suis ravi d'accueillir sur le tapis rouge Marco Adami, Taro Yamada, Pierre-Yves Gabi, Luch_Emoji Café. Je pense qu'on peut... voilà, c'est comme ça que s'écrit son pseudo, Luch_Emoji Café. Et Kaiser, merci beaucoup à vous. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur la newsletter de Tech Café sur techcafé.fr. J'y mets des rebonds sur les épisodes qu'on enregistre et qu'on diffuse chaque semaine. Et puis rendez-vous également sur Discord. C'est probablement l'endroit privilégié, le plus agréable du monde pour discuter de tech, mais aussi d'autres choses entre vous et avec nous. Il y a par exemple Thorax qui avait partagé des applications pour faire un petit peu comme Pokémon Go, mais pour collectionner plutôt les vraies plantes, les vrais animaux, les vrais oiseaux. Vraiment génial pour l'été, mais il n'est pas trop tard si vous voulez vous y mettre, j'imagine. Mais c'est aussi un endroit que tu aimes bien surveiller, Guillaume, avant chaque épisode pour regarder un petit peu, prendre le pouls de la communauté et identifier les interactions qui te plaisent le plus. Je sais qu'il y a des choses qui t'ont marqué, Guillaume. Oui, c'est vrai qu'on est quand même resté un tout petit peu présent cet été, en particulier à travers le traditionnel, désormais, épisode rétro. Comme chaque année, donc on se projette 20 ans en arrière, donc cette fois c'était l'épisode de 2005, et comme chaque année, j'ai plaisir à le dire, on a de très bons retours. Et même Oui. ce qui est encore plus flatteur, à quelque part, c'est qu'il y a des auditeurs qui se sont mépris, qui se méprennent et Oui, qui pensent que c'est vraiment un épisode c'est qui date génial, authentiquement de 2005. Donc ça veut dire qu'on a bien fait le job, puisque c'est le principe, on fait un c'est épisode clair. en immersion totale dans la Alors, tech je dois d'il y a dire, 20 petite ans. parenthèse, Guillaume, sur la qualité de l'info, je doute pas une seule seconde que ce soit bien fait, c'est toi qui t'en charges. Sur le travail d'acteur qui vise à se remettre en situation, j'ai toujours tellement de difficultés que vraiment, je remercie cet auditeur qui a pu penser que mes actings étaient à la hauteur de notre exercice, je dois dire. Bah, tu vois, écoute, ça tu fait le job aussi, on joue en tout cas, ouais, on a fait un jeu de rôle, quoi, et c'est vrai qu'on essaie Ouais, d'être le plus authentique possible, en évitant, les anachronismes autant que possible, c'est vrai. Ça fait des années qu'on le fait, c'est vrai que c'est devenu un peu implicite, c'est-à-dire on le dit plus que c'est de l'acting, oui, en fait, que Tech Café
Alors c'est déjà un podcast ancien, Tech Café, mais enfin ça a quand même pas C'est vrai. 20 ans. Et du coup, quand il y a méprise, c'est flatteur, mais c'est aussi un petit peu comme si on avait trompé notre monde, quoi. Et Mmh. on fait de l'infox un petit peu sur le C'est vouloir. pas bien. Quoi qu'il en soit, je le prends comme un compliment et le fait que vous avez trouvé ça crédible, donc c'est voilà, merci à tous, enfin, merci à Ariane, à Lou, Tyron, mais aussi à Silvio, à tous ceux qui nous en ont fait part. Et puis, puisqu'on parle des épisodes de 2005, voilà, d'un petit peu de rétro, je peux raccorder ça à deux petites histoires que je peux caser du coup ici, hein. Alors, d'une part, ces épisodes sont presque à 100% basés sur la presse de l'époque, hein, que je parcours toujours avec plaisir, parce que c'est vraiment d'authentiques capsules temporelles, hein, et j'utilise donc le site Abandonware Magazine pour ça, entre autres, mais en grande partie. C'est une source francophone. Si vous cherchez des magazines anciens, vraiment anciens, il y a la Video Game History Foundation qui vient de scanner et de publier des magazines Computer Entertainer qui sont vraiment vieux puisqu'ils couvrent la période de 1982 à 1990. Donc Toute une ils sont époque. très très datés, mais ils sont généralistes, hein, donc vous y trouverez aussi bien des guides d'achat pour les jeux C64 ou à télévision, et même les tout premiers tests de Super Mario NES ou de Zelda sur NES aussi, hein. Quel plaisir. Celui de Super Mario dans le volume de juin 1986, hein, si vous voulez. Plus largement, la Fondation a aussi un fonds de plein d'autres magazines, hein, donc si vous lisez l'anglais, c'est vraiment une mine d'or. Vous avez Video Gamer Illustrated, par exemple, hein. On peut trouver des trucs vraiment surprenants dedans, comme un vélo d'appartement interactif, basé sur un laserdisc qui date de 83. On se souvient peut-être pas, donc ça existait déjà, c'est assez Trop marrant. bien. On fait des fouilles techno-archéologiques à quelque part, et peut-être que ces fouilles-là vont prendre aussi une nouvelle tournure dans les années qui viennent, cette techno-archéologie, puisque il y a des amateurs qui commencent à entraîner des IA capsules temporelles, des IA qui sont elles-mêmes des capsules temporelles. Le principe, c'est de créer des modèles de langage qui sont uniquement sur des textes d'une certaine époque. Donc on a un chatbot qui parlera comme à l'ère victorienne, par exemple, et qui pourra pas faire autrement, puisqu'il n'a rien vu d'autre. C'est pas un rôle qu'il joue, hein, c'est qu'il connaît que ça. Et il connaît pas du tout les événements récents. Donc parler à un chatbot comme ça, c'est parler à Hibernatus. Bon, merci la référence de Turbo Boomer. En même temps, la seule autre histoire de mec cryogénisé dans le futur, c'est World's End Harem qui m'est vient à l'idée, là, et j'assume pas trop de passer World's End Harem. J'avais que C'est Hibernatus, moi. vraiment bon. Mais bref, c'est donc comme ça que s'occupe Grigorian, un étudiant qui entraîne la lame historique pendant son temps libre, donc il a pas trop de moyens non plus, donc il entraîne des modèles assez petits, hein, sur quelques gigaoctets de texte de l'ère victorienne, et ça commence déjà à marcher. Non seulement il fait des Oh, il a quand phrases. même accès à une H100 quand même, non? Si Oui, je dis pas de bêtises. En location. il loue Mmh. une A100 qui est sur internet, mais bon, effectivement, il n'a pas trop de moyens. Le modèle a quand même appris des trucs à Grigorian, hein, spontanément. Il lui a parlé d'une manifestation qui s'est passée en 1834 et dont il avait absolument aucune idée. Ce qui est intéressant, c'est que le LLM n'a pas vu de news spécifique là-dessus. Il n'y a pas de journaux vraiment là-dessus avec des gros titres. Il a généré un texte qu'il a reconstruit. Il a reconstruit l'épisode, si tu veux, réel à partir de milliers de documents épars et complètement disparates, hein. Donc entraîner et interroger des modèles historiques, ça pourrait devenir un nouveau moyen d'analyser des bases de données très très vastes en fait, et d'en faire ressortir des événements intéressants ou remarquables. Et puis évidemment, de point de vue linguistique, hein, tu vois comment parlaient les gens de cette époque, leurs bizarreries, etc., quoi. Donc les LLM pourraient aussi devenir des capsules temporelles intéressantes, pourquoi pas. Et puis pour le fun, hein, si vous avez toujours rêvé de parler à Jane Austen. Moi, je m'interrogeais sur, la capacité puisque tu dis les chatbots, parlaient comme les personnes de l'époque. Bon, finalement, on peut écrire, j'imagine qu'il y a pas de, capacité émergente qui permet, de restituer une diction, donc c'est vraiment que du texte, hein, de ce que j'en comprends. Mais c'est vrai que c'est fascinant et si je comprends bien, c'est difficile de faire l'exercice avec un espèce de modèle de langage moderne, qu'on fine tunerait avec ces données-là. Là, l'idée, c'est de partir de quelque chose de plus brut, qui a On moins part de zéro. Ouais, d'entraînement ouais. et voilà et on le réentraîne uniquement sur la base de ces documents. L'exercice est génial, j'imagine qu'effectivement, ça va être une ressource formidable pour, l'histoire. Alors probablement pas toutes les périodes parce que ça doit être compliqué, pour certaines périodes de l'humanité, mais pour les périodes modernes, ça doit être, c'est béton. Ça promet beaucoup de choses en tout cas. Excellent et puis il y a d'autres choses aussi que tu as pu voir sur Discord, non? Ou on a fait le tour, Guillaume? Non, non, on a fait le Non, tour c'est là, bon? pour l'instant. Eh ben, écoute, sans autre forme de procès, je vous propose qu'on attaque l'actualité récente sans aller, trop loin dans l'histoire de l'Angleterre et plus proche de nous, dans l'actualité du monde parce que, il y a les choses importantes qu'il faut qu'on relaie et l'espèce d'ADN fondateur de Tech Café, c'est les appareils, les smartphones, les tablettes, surtout les tablettes, mais maintenant plus les smartphones et puis il y a une gamme de smartphones qui était attendue comme le messie cet été par toute une communauté d'utilisateurs de la gamme Android. C'est la nouvelle génération des Pixel de chez Google, donc c'est les smartphones phares. Il y avait les Pixel 9 qui avaient été annoncés l'année dernière. Il y a eu les Pixel 10.
j'ai été marqué, Guillaume, de voir que très peu de choses étaient remarquables sur le plan matériel. Tu as suivi les annonces? Moi, j'ai pas Oui, suivi l'annonce. J'ai eu des échos de la manière dont c'était traité. Il faut qu'on s'attarde aussi là-dessus, je crois. oui, oui, oui. Bah, Google a dévoilé ses Pixel 10 et disons que d'un point de vue strictement matériel, on n'est pas renversé, c'est vrai. Ce qui a été renversant, c'est la manière dont les appareils ont été présentés, puisque ça a été globalement très très nul et malaisant. Alors c'est vrai que tout le monde fait des keynotes à la Apple chaque année, donc bon, on pourrait se dire changer un peu, pourquoi pas. Eh ben pour ça, voilà, c'est tout. La présentation, c'est une démonstration que parfois rien changer, c'est très bien. C'est le genre de truc qui peut te rendre C'est vrai. réactionnaire, je pense, hein, surtout si tu commences à avoir le bon âge comme moi, tout ça. C'est le bon moment. Parce qu'en fait, Google a voulu faire un talk show typique avec Jimmy Fallon, hein, donc animateur vedette depuis des décennies. Manifestement pas passionné ni spécialiste de tech, hein, quand même. Et puis plein de célébrités, des influenceurs et même les Jonas Brothers. L'objectif apparemment c'est de rendre le tout grand public. Ce qui n'est pas très flatteur pour le grand public, hein. Tout était surjoué, superficiel. C'était en gros une émission de téléachat sous cocaïne, hein, pour faire simple, avec un enthousiasme tellement naturel, hein. À un moment, Jimmy Fallon hurle Tensor. Mais qui fait ça? Qui Personne fait fait ça? ça. Soit t'es expert et tu fais pas ça, soit tu connais rien et tu fais pas ça non plus. Ben, bon, c'était un fiasco de mon point de vue. Alors évidemment, je suis pas forcément d'un grand public, mais honnêtement, je sais pas si ça marchait d'ailleurs, hein. C'était un événement très télé et ça a dû leur coûter très cher d'ailleurs, hein. Alors je sais pas si Jimmy Fallon pour le prix va le mentionner pendant ses propres talk shows, faire des petits inserts, je sais pas. Est-ce que Hmm. Google va vraiment gagner de la visibilité comme ça? Je sais pas. Je sais pas si le grand public a apprécié, mais bon. Parlons des machines et faisons abstraction des humains, comme je fais 90% du temps de ma vie tous les jours. Les appareils changent assez peu, effectivement, extérieurement. Ils sont d'ailleurs proposés au même prix que l'an dernier. Il y a quand même quelques différences sympathiques, hein, sur ces Pixel 10. Alors bien sûr, on a un nouveau donc, Tensor G5, qui est, Mhm. selon Google, 34% plus rapide en ce qui concerne le CPU et 60% en ce qui concerne les TPU. Évidemment, c'est important parce que les Pixels sont des téléphones construits autour de Gemini et des diverses IA, hein, embarquées, donc c'est vraiment ce qui fait leur intérêt. Donc le modèle de base donc des Pixel 10, hein, le Pixel 10 tout court, passe à 3 capteurs, 3 caméras. Donc 3 caméras, une de base de 48 mégapixels avec un zoom 5 fois et un capteur grand angle 13 mégapixels. Le Pro, un capteur grand angle 50 mégapixels, un téléobjectif aussi précis et un zoom 5 fois. Alors bon, il y a des petites améliorations, hein, la mise au point est meilleure en basse lumière. Vous avez une super résolution par IA, donc en fait c'est un zoom génératif, qui est assez impressionnant, hein, et qui augmente la résolution jusqu'à 20 fois, même en vidéo. Tout combiné, en fait, optique plus machine learning, les téléphones bénéficient d'un zoom virtuel, en quelque sorte, à de 100 fois. Il y a une démo qui était vraiment impressionnante, hein. Vous avez eu une photo quasi panoramique d'un paysage aride, voilà, le désert américain, tout ça. Et puis très très loin en arrière-plan, on le voit à peine, une voiture minuscule, une voiture bleue, hein, sur laquelle on zoom, 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 jusqu'à ce qu'elle remplisse tout le champ de vision, sans pratiquement aucun gros pixel, hein. C'est vrai que c'est assez bluffant. Évidemment, tout ça c'est reconstruit, hein, c'est plus ou moins enfin, voilà, les pixels sont pratiquement tous reconstruits. Les tailles d'écran sur les téléphones sont tous les mêmes en fait que l'an dernier. Ils sont un peu plus lumineux, de 3000 et 3000 nits. On note aussi des détails bienvenus quand même, comme le Bluetooth 6. Il y a de meilleurs haut-parleurs, il y a un stockage qui passe à l'UFS 4. Ça permet donc des stockages, des mémoires en NAND qui sont plus rapides et qui consomment moins. On a le Qi 2 avec des aimants optimisés, comme ils disent. Aux États-Unis, on a les appels satellites qui ont commencé avec le Pixel 9 qui sont étendus donc à WhatsApp pour le Pixel 10 et donc vous avez texte et voix qui peuvent passer par le satellite même si vous Cool n'avez ça. aucun réseau. Pour les Mm. Pixel 10 et 10 Pro, je pense que c'est à peu près tout. Après, il y avait aussi le Fold, dont on peut dire deux mots si tu veux, le Pixel Bien Fold. sûr, allons-y. Allons-y, bien sûr. Juste un mot pour dire que les pixels, quand même, c'est les smartphones qui sont légendaires sur leur capacité photographique. Ils sont déjà très très bons et évidemment être encore meilleur que le très bon, ça devient difficile. Sur cette capacité téléobjectif propulsée à l'IA, j'ai aussi vu des petits défauts, hein. Il y a des personnes qui s'amusent à prendre en photo des avions et de très très loin avec ce téléobjectif et on se rend compte que l'avion, quand tu regardes, en fait, il a été reconstitué avec des éléments de bribes de fumée. Il est très fin, il n'est pas réaliste. Donc attention à ce qui est recomposé avec ces téléobjectifs, évidemment. Mais effectivement, tu as raison, le Pixel, c'est aussi une version avec le Fold qui se veut concurrencer, je ne sais pas si c'est possible, mais le Samsung Galaxy Fold, qui est Oui. l'archétype, j'ai l'impression, hein. Oh bah oui, oui, donc Google lance son nouveau Fold, hein, le Fold 10, qui est encore une amélioration itérative de celui de l'an dernier, hein. Les écrans sont encore un peu plus grands, avec toujours moins de bordures. Il est censé être plus durable, il est IP68, ce qui a beaucoup impressionné Jimmy Fallon. Bien sûr, il est sur Tensor G5 et il a quand même 16 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage. C'est quand même un appareil très luxe, avec évidemment toujours un prix de luxe aussi, hein, 1800 $. Mm. En France, le Pixel Fold était à 1900 € et le 10 sera pas moins cher a priori, je pense que ce sera Mm. plus ou moins les mêmes prix.
Ça reste des téléphones absolument magnifiques, hein. Les pliants deviennent de plus en plus matures, on le voit aussi du côté de chez Samsung, le dernier Galaxy Fold est très très convaincant. Malheureusement, les prix restent toujours assez dissuasifs, en tout cas pour la plupart des gens. Et c'est vrai que bon, pour conclure la partie matérielle, on peut aussi évoquer le Pixel Watch 4, dont l'écran est très séduisant, tout en rondeur, comme un galet poli comme ça, qui offre 10% de surface Très utile beau. en plus. La Watch 4 a une autonomie 25% meilleure que son prédécesseur, il est 25% plus rapide, c'est un Snapdragon W5 Gen 2. Ses capteurs sont plus précis, il y a une communication satellite d'urgence aussi, directement dans la montre, et même pas besoin de téléphone. Il suffit de relever son poignet pour appeler Gemini, vous voyez des petits gestes comme ça qui sont ajoutés. Il y a une nouvelle version des Pixel Bud aussi qui sont un peu meilleurs, un peu plus mieux meilleurs probablement. J'ai pas noté de trucs particulièrement remarquables là-dessus si tu veux. Non, 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 écoute, moi je trouve que cette gamme de Pixel est très bien. C'est marrant parce qu'elle a quand même, j'ai l'impression, déçu les personnes qui en attendaient, des grandes révolutions et puis, ce qui est assez fou aussi, c'est que le Pixel, 10 Pro Fold, tel qu'il faut l'appeler, avec son nom, complet, est une prouesse technologique comme on en voit maintenant souvent. Mais ce qui est fou, c'est qu'effectivement le S25 Fold de Samsung qui a été présenté aussi cet été, et lui, remarquablement fin, c'est-à-dire qu'il bat des prouesses d'épaisseur de smartphone et donc quand il est replié, il a l'épaisseur d'un smartphone classique et quand il est déplié, il est par définition 2 fois plus fin et ça donne un côté presque ringard alors qu'il vient juste de sortir à ce Pixel 10 Pro Fold. Donc on sent que la gamme des pliants va s'étoffer et c'est une guerre qui se joue en ce moment. Les rumeurs indiquent que Apple sortirait d'ici 2027 sa version de l'iPhone pliant, peut-être de l'iPad pliant, on verra ce qu'il en sera effectivement. Ce qui serait intéressant effectivement, Guillaume, c'est qu'on aille un petit peu au-delà de l'apparence de ces appareils et qu'on rentre un petit peu peut-être dans le dur de ce qu'il y a derrière et de ce qu'on peut en faire et de à quel point on peut les faire tourner vite et faire beaucoup de choses très intéressantes avec. Oui, c'est vrai qu'on s'est pas étendu plus que ça sur l'extérieur des pixels parce que ce qui fait l'essence d'un pixel, c'est les algos, hein. Ce sont les IA qu'il y a dedans et qui, chaque année, offrent des fonctions toujours plus impressionnantes, hein, et cette année aussi, ça n'a pas raté. D'ailleurs, d'une certaine mesure, on pourrait dire que Google fait avec ses pixels exactement ce qu'Apple nous a décrit qu'il ferait un jour avec Apple Intelligence, puisqu'un Ouais. des trucs les plus remarquables ou les plus remarqués, peut-être, c'était l'intégration toujours plus poussée de Gemini dans le système Mmh. d'exploitation, hein, à tel point qu'il peut réagir et intervenir à tout moment et dans plein de contextes pour vous assister dans l'interaction que vous avez avec le téléphone lui-même. Par exemple, un pote vous envoie un texto avec une question sur un concert, genre c'est quoi déjà la date et l'heure de ce concert où on doit aller ensemble à Mont-Solémine? Et bon, quand tu reçois ce genre de texto, il y a deux possibilités. Soit tu as la mémoire, tu as une bonne mémoire, comme ma femme, et tu réponds direct, voilà. Soit tu as ma mémoire à moi et tu te souviens pas. Et donc, il faut que tu ailles chercher dans tes mails, c'est lourdingue, c'est gonflant. Tu procrastines, tu réponds pas. Donc, ton pote rate le concert, tu le ghostes, et donc, du coup, tu perds un ami. Voilà. Oh Alors que là, là là, non, quel enfer! non, Gemini va lire le texto, en même temps que toi, il lit le texto et donc il va aller tout seul en tâche de fond, fouiller les emails, sortir les infos et te pré-rédiger une réponse que tu peux envoyer comme ça d'un clic et grâce à Google, vous gardez vos amis, voilà. Ça s'appelle Ah. Magic Queue et ça peut aussi suggérer des restos en fonction de plein de paramètres, de où tu es, l'heure qu'il est, de ce que t'aimes, de si t'es allergique, je sais pas, aux pistaches, et il va même vous proposer d'appeler le resto d'ailleurs, hein, qu'il a sélectionné. Gemini Nano va accéder et recouper des données de plusieurs applications. Au début, quelques-unes, et puis de plus en plus au fur et à mesure du temps. Ça va se développer petit à petit. Donc, suggérer des actions, rappeler des trucs à faire, donner des infos au bon moment, te montrer des choses aussi. Ça, c'est aussi une nouveauté. En plus de l'aspect proactif, donc Gemini Live, avec qui donc tu peux discuter de vive voix, hein, depuis un petit moment et montrer des choses à travers la caméra. Tu peux lui montrer effectivement des trucs, mais lui aussi il peut te montrer ce qu'il veut dire et s'il identifie des choses particulières sur l'image. Par exemple, si tu dois réparer un moteur, bon, pourquoi pas, vous lui montrez le moteur, tu lui demandes, je sais pas, comment j'enlève ce morceau-là, et il te dit, prends la clé de 12, et tu réponds, c'est quoi une clé de 12, c'est laquelle? Et donc là, il te dit, filme les outils, toi tu filmes les outils, puis il t'entoure la clé de 12, et voilà, comme ça tu peux prendre la bonne clé et utiliser. Le chatbot peut aussi déterminer votre humeur, à la manière dont vous parlez, et il peut s'y adapter. Si vous êtes inquiet, il va vous parler calmement, comme votre psychologue. Si vous êtes en Ouf, pétard, je sais pas, peut-être qu'il va s'énerver aussi, vous gueuler dessus, ce serait génial, j'adorerais ça. il va être encore plus calme, voyons, Guillaume. C'est ce que je crains, malheureusement. Mais c'est tellement ennuyeux. Mais bon, en matière d'expression visuelle, Gemini va aussi devenir ton coach photo, hein. Alors, je vais appeler toutes ces fonctions Gemini parce que j'ai un peu la flemme de différencier tout ce bordel. Ouais, Parce j'avoue. qu'il y a des trucs, pareil, des noms différents à chaque fois. C'est Magic Queue, c'est Camera Coach, Mmh. c'est Voice Translate, c'est Take a Ouais. Message, c'est oh là là. Ils sont bons Google, hein, sur les Oh là nommages là. imbitables et qu'on n'arrive pas à retenir. Et d'ailleurs, sous le capot, c'est à chaque fois des modèles spécifiques, hein, qui sont utilisés, un peu différents. Mais bon, pour faire court, je simplifie tout ce zoo de modèles en disant c'est le Gemini ou c'est ton Pixel qui fait tout ça.
Et donc Pixel peut vous aider à faire des photos un peu moins moches, hein, qui soient éclairées correctement et pas cadrées comme si tu étais complètement bourré 90% du temps. C'est assez marrant ou c'est très horripilant, c'est selon, hein, parce qu'il donne vraiment des suggestions comme essaye de faire en sorte que ton sujet fasse pas trop la gueule. Non, arrête, là, on dirait le Joker. Fais-lui des gouillis. Cadre un peu plus à droite, un peu plus vers le bas. Voilà, là, c'est bon, vas-y, voilà. Oui, tu le tiens, bébé. Voilà, ce genre de truc. On est Tu le presque fais à ce bien, niveau, t'es hein. meilleur que Gemini. C'est vraiment ça, quoi. Bon, après, il y a aussi toute une partie retouche photo IA qui passe au nouveau cap, hein, sur les Ouais. Pixel 10. Possibilité de demander plein de choses rien qu'avec du texte. Bah, corriger l'exposition, corriger plein de trucs. Alors, je pense pas qu'on soit encore au niveau de Nano Banana. On doit Ah, reparler plus loin, ce qui est assez logique, hein, voilà, ça a été très commenté. Nano Banana est probablement pas complètement intégré dedans, mais il y a toute une fonction de retouche photo, directement pas avec des prompts qui est assez impressionnante. Autre fonction très impressionnante, hein, le doublage des appels en temps réel, avec une imitation de la voix formidable d'origine. ça. D'après Google, il lui faut seulement, hein, au Pixel, 2 secondes de voix. Et le C'est modèle peut ensuite incroyable. s'imiter. Et donc, ton interlocuteur russe va te parler en français avec sa propre voix. Et donc, réciproquement, bah, tu lui parleras russe avec la tienne. La voix est pas 100% identique, mais elle ressemble quand même pas mal. Et c'est déjà très impressionnant pour du temps réel, hein. Donc voilà, en résumé, en tout cas, sur les démos qu'on a pu voir, bon, Google continue sur sa lancée, propose chaque année des fonctions IA plus convaincantes, hein, dont la plupart tournent dans le local, hein. Ils sont vraiment très en pointe sur toutes ces IA locales embarquées, ce qui est quand même assez remarquable. Ouais, c'est quand même enthousiasmant hein, de voir malgré tout tous ces éléments. Je retiens que tu serais quand même presque meilleur communicant que Google et que les partenaires qu'ils ont choisis pour mettre en avant cette gamme d'usage. Les équipes de Frandroid ont testé brièvement cette fonctionnalité de coach photo que tu décrivais. A priori, c'est une très bonne idée sur le papier, mais à voir si ce sera comme ça au final. C'est pour l'instant très lent et ça rend les choses très difficilement envisageables à utiliser au quotidien, bien évidemment. Un autre truc aussi que lance Google, ils veulent concurrencer Apple avec une application de journal que personne n'utilise sur iOS. Est-ce qu'ils vont arriver à l'utiliser sur, Google, sur Android, pardon? J'ai pas vraiment regardé cette fonction de journalisation parce que, bon, déjà, ça m'intéresse pas des masses et puis, en plus, il y a toujours cette idée du: «Ah, vous avez un journal et puis, il se remplit à votre place plus ou moins». Ce qui Ouais, est un petit mmh. peu contraire à l'essence d'un journal où À c'est l'essence même d'un peut-être journal. toi-même qui dois le remplir avec tes propres pensées. Je sais pas, c'est un peu bon, Bah je oui, sais pas mmh. trop. Bon, c'est peut-être pour ça que personne l'utilise sur Apple, j'en sais rien, mais bon, effectivement. Apple, ils sont pas du tout dans la suggestion par intelligence artificielle, hein. C'est toi qui dois saisir ton Ah petit OK, truc, OK. mais vraiment personne l'utilise ce truc. C'est une blague récurrente ces derniers temps dans les innovations Apple. C'est vraiment un truc que personne n'utilise. Heu, on t'attend un petit peu au tournant, Guillaume, parce que nous, ce qu'on aime dans Tech Café et quand on parle de produits, c'est un peu les puces, quoi. Les processeurs, qu'est-ce qui fait tourner tout ce bazar? J'imagine qu'ils vont, je sais pas, 2 fois plus vite que les Pixel 9, ces Pixel 10, non? Alors déjà, Google a dit que Google a dit: «Non», mais non, quand même pas. Mais en fait, c'est vrai que c'est difficile parce que, bah, comme Apple, il dit pas grand-chose Google sur cet Tensor G5, hein. Il y a une micro controverse qui circule un peu sur les réseaux sociaux à propos de la contre-performance du G5 par rapport au G4 et à la concurrence. Alors, c'est très relatif. Le G5 serait fabriqué par TSMC, possiblement en N3P. C'est a priori une bonne nouvelle parce que les G4 étaient fabriqués par Samsung et globalement, les process TSMC sont plutôt meilleurs. Le G5 chaufferait donc moins et consommerait moins Mmh. pour la même puissance, donc ce serait plutôt une bonne idée. Après, sur Reddit, on peut voir circuler une photo sur laquelle le CPU du G5 est effectivement bien meilleur que celui du G4, mais que le score du GPU est en baisse, ce qui est assez incompréhensible, si on aurait donc un GPU moins Mmh. puissant sur le G5. Il y a un autre post sur X qui montrait que le G5 a un score CPU équivalent, voire légèrement inférieur à celui d'un iPhone de 2020. Donc ça veut dire que le G5 concrètement ne battrait pas un A14 Bionic. Mmh. Et donc bon, alors faut voir aussi qu'Apple il va très fort, hein. Il met dans ses téléphones des puces qui sont vraiment très puissantes, presque trop puissantes pour l'usage de tous les jours sur un téléphone même, j'irais jusqu'à dire, mais bon. Écoute, en tous les cas, le G5 est-il décevant? Bah, on peut le voir comme ça si on veut, mais en réalité, le G5 mise beaucoup plus sur son TPU. C'est une puce qui a l'IA vraiment en ligne de mire, hein, et pas le jeu vidéo, hein. Quant au CPU, la puissance n'est pas démente, après, faut pas exagérer, hein, elle est largement suffisante pour 99% des usages et Google a sans doute choisi de mettre les transistors là où lui estime que ça compte et que ça le différencie, c'est-à-dire pouvoir accélérer ses algorithmes d'intelligence artificielle, hein, et ça peut se comprendre. Donc on verra bien à l'usage, hein, s'il y a des gens qui vraiment se plaignent de la lenteur du Pixel 10, mais enfin c'est quand même peu probable. Tu sais, je trouve ça en fait hyper intéressant et c'est peut-être ça qu'on peut retenir de cette présentation, c'est un constructeur qui fait un choix de, comme tu le dis, réarbitrer le nombre de transistors, non pas à la puissance graphique, parce qu'on se rend compte
qu'on a atteint une espèce de satisfaction dans l'usage de la majorité des gens. Et effectivement, il y a des gens qui aiment jouer à des jeux en 3D qui demandent beaucoup de ressources sur leur smartphone. Mais est-ce que c'est vraiment là où se joue la compétition et l'innovation et c'est ce qu'attendent les gens? Finalement, j'ai l'impression que ce qu'attendent les gens et peut-être les actionnaires, ce sont les fonctions par intelligence artificielle qui répondent vite et qui sont économes en énergie. Donc, j'ai l'impression effectivement que c'est difficile de reprocher à Google de faire ce choix. J'ai l'impression que quand tu es dans cette mouvance-là, dans cette actualité-là en 2025 et que tu veux proposer un produit qui plaît au plus grand nombre de par ses usages, c'est probablement l'arbitrage le plus intéressant. Donc, à voir un petit peu ce qui se passera au niveau de la réception du grand public. On parle de puces, c'est parfait, ça nous sert de transition idéale, à croire que cet épisode, une fois de plus, a un conducteur qui a été parfaitement construit. On va pouvoir parler un petit peu d'un autre constructeur de processeurs qui n'installe pas beaucoup ses processeurs dans les appareils mobiles, mais plutôt dans les grosses machines, c'est Intel qui va mal et on le dit depuis des mois maintenant, ils vont pas très bien et c'est fou parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on rappelle qu'ils vont mal et à chaque fois on a des choses en plus qui nous montrent qu'ils vont mal. C'est quoi les dernières infos qui montrent, Guillaume, qu'Intel va mal? Ah bah écoute, c'est mouvementé pour Intel en ce moment, et d'ailleurs pour les boîtes tech, et les boîtes de semi-conducteurs en particulier, c'est quand même assez Mmh. mouvementé parce que le gouvernement de Trump est très créatif en matière de partenariat public-privé. Mais bon, parlons d'Intel pour le moment qui est dans la sauce, hein, c'est clair. Bon, évidemment, il y a eu des licenciements pagaille, grosse restructuration, grande difficulté à établir un nouveau business. On en a beaucoup parlé dernièrement. SoftBank, là, vient d'arriver à la rescousse en rachetant 2% de départ de la compagnie pour 2 milliards de Mmh. dollars. Ce qui a contribué à redonner un petit peu de souffle au cours de l'action, mais c'est pas la seule nouvelle, et une nouvelle étonnante à un moment qui le concerne, puisque vous l'avez déjà sans doute vu dans la presse généraliste. L'État américain prend 10% des parts Intel pour un montant d'à peu près 9 milliards. Les États-Unis seront donc un actionnaire non négligeable, mais apparemment passif, d'Intel. Et donc ça veut dire qu'ils Apparemment passif. vont pas intervenir a priori directement dans la gestion de l'entreprise. En tout cas, c'est ce qui Bah, a c'est été vrai que dit pour le moment. c'est pas le président qui a demandé à ce que le CEO dégage, quoi. C'est vrai qu'au moins ça c'est hein, on peut le dire. Bah, bon, comment dire? En fait, ouais, et tout ça, c'est pour l'instant. Évidemment, cette nouvelle fait beaucoup réagir. Étant en face d'un début de nationalisation d'Intel, bon, le plus étonnant, quand même, hein, c'est la manière dont l'État fait ce rachat, en réalité. Parce que Ouais. c'était pas clair au début, mais là, il semble bien que ce soit l'argent du CHIPS Act qui serve à racheter les parts. Donc l'État ne ferait pas de dépenses supplémentaires. C'est donc une très bonne affaire pour l'État, et c'est moins une bonne affaire pour Intel. On rappelle hein, que Joe Biden a mis en place une politique budgétaire très généreuse qui voulait inciter au maximum à rapatrier des moyens de production de semi-conducteurs sur le sol américain. Le CHIPS Act promettait des prêts, des crédits d'impôt, des bourses, voilà, toutes les entreprises, hein, des subventions qui construiraient, des entreprises qui construisaient, donc qui construiraient des usines aux États-Unis. Donc Samsung, TSMC et beaucoup d'autres en ont profité, mais le principal bénéficiaire quand même, ça a été Intel, qui a déjà reçu 2 milliards et qui doit encore en palper 5,7. Eh ben, c'est désormais officiel, ces 5,7 milliards en attente serviront à racheter des parts. Donc cet argent qui était gratuit à l'époque Biden, hein, qui était juste donné, bah, c'est devenu un investissement de l'État avec Trump. C'est-à-dire que là, Intel devait recevoir du fric. Là, il va recevoir du fric s'il donne des actions en retour. Donc Intel doit être bien dégoûté, hein, parce que quand même, c'est pas le même deal, on va Mmh. dire, et clairement, s'ils acceptent, c'est qu'ils sont au pied du mur. Vraiment, c'est qu'ils Mmh. peuvent pas faire autrement. La preuve, en apprenant la prise de part de l'État dans Intel, TSMC était prêt à renoncer complètement aux subventions du CHIPS Act. Et on parle quand même de 6 milliards hein, dans son cas. Hein. Si Intel avait pu en faire autant, il l'aurait fait, c'est sûr. Évidemment. Mmh. Donc mais alors, c'est que c'est un problème très compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a des bons et des mauvais côtés, parce que on peut voir aussi le bon côté des choses, dans une certaine mesure, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, Bernie Sanders met en évidence ce côté des choses. Il est pour cet arrangement, d'ailleurs, ce qui le place d'une manière hautement improbable du même bord que Trump pour ce sujet-là, en tout cas. Ah, improbable, inédit. N'est-ce pas? Et peut-être ça réarrivera pas. En tout cas, pour Bernie, il est normal que si Intel fait de l'argent avec des fonds publics, ben les Américains en bénéficient aussi sous forme de dividendes. Ça peut se défendre. Mais il y a d'autres Mmh. aspects. Intel, c'est une entreprise internationale qui cherche justement à se faire des clients dans le monde entier, puisqu'elle veut devenir l'usine du monde, le TSMC Mmh. de l'Occident, n'oublions pas. Hein. Ambitieux. Or, TSMC lui-même, il a vomi un petit peu quand même quand il a lu le journal, il a préféré rembourser tous ses cadeaux plutôt que de voir l'État américain prendre la moindre part de ses actions. Et c'est pas pour rien. La confiance et la neutralité sont primordiales. Intel doit gagner la confiance de clients partout dans le monde. Et l'intervention de l'État américain, les liens que l'État aura avec Intel, qu'il va avoir, qu'il pourrait avoir, inquiète après tout.
C'est quand même ce qu'on reproche aux Chinois, que leurs usines Absolument, sont cette des mainmise de l'État vis-à-vis des acteurs privés, effectivement. donc alors évidemment, pour l'instant, c'est trop de proportions gardées, pour le moment, mais dans le futur, qui nous dit qu'Intel n'aura pas encore besoin d'un coup de pouce? Parce que bon, il est quand même pas tiré d'affaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. Qui nous dit qu'il va encore pas plus se nationaliser et qui nous dit que l'État n'interviendra jamais pour rien, qui nous dit qu'un jour, il ne pourra pas refuser certains clients, qu'il ne pourra pas avoir des demandes spécifiques, sur certains produits pour des raisons stratégiques, pour des raisons de défense. Un Intel indépendant, c'est pas pareil qu'un Intel nationalisé et donc ça va faire une très grosse différence et je pense qu'Intel, en est très conscient et que si ce deal a été accepté, c'est que vraiment ils sont dans une très, très grosse merde. Et c'est fort probable, effectivement, et ça ne nous réjouit pas pour Intel. Ce colosse dont on parle à chaque fois, comme je le dis, comme ayant beaucoup de problèmes et dont l'avenir n'est plus du tout assuré. On a l'administration Trump qui a cette mainmise que tu décris et qu'on est en train d'observer, avec des procédés un peu étranges, Guillaume. Ils vont jusqu'à faire des espèces de classements, c'est ça, selon ce que Trump les aime bien ou pas. C'est bien, j'ai bien compris? Oui, bon, enfin, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, on vient de le mentionner, Trump est très, très créatif, quand il s'agit de ses relations avec, les boîtes privées, enfin, dans la relation entre le gouvernement et les boîtes privées. Et il a des techniques qui sont au croisement entre les taxes et l'extorsion mafieuse, quoi, hein, et qui Mmh. challenge la notion de la logique, en fait, juste. Parce que bon, vous savez bien, hein, les Chinois, c'est les méchants, voilà. On veut pas qu'ils développent des IA trop sophistiquées parce qu'après, ils pourraient s'en servir pour l'armée, pour des armes, tout ça, des trucs que les Américains ne feraient jamais, hein, c'est pas leur genre. Donc, d'un point de vue bipartisan aux États-Unis, et c'est rare quand même, on veut pas exporter des puces trop puissantes en Chine. Donc voilà, donc on peut leur envoyer de quoi faire une caisse enregistreuse, ça va, mais un accélérateur IA, ça va pas. OK, donc AMD et Nvidia, ils ont pas le droit de leur vendre des puces de dernière génération. Et donc ils perdent des milliards, voilà, parce que, bah, il y a de la demande, hein, mais ils peuvent pas vendre. Et en plus, ça change tout le temps, donc on veut bien des puces pas trop puissantes, mais bon, le niveau, c'est pas clair. Donc Nvidia, il a fabriqué des puces qui s'appellent les H20, qui sont globalement des milieux de gamme, hein, de notre point de vue, qui sont faites pour l'export. Mais même ça a été jugé off limit à un moment. Bon. Mais tout ça, c'est des milliards perdus. Et Trump, il a trouvé une solution. Vous payez 15% sur les bénéfices que vous faites en Chine, directement dans ma poche, enfin pardon, dans celle du gouvernement, et c'est bon. OK, donc c'est dangereux ou c'est pas dangereux de vendre la tech aux Chinois en fait? Ben c'est dangereux et il faut pas le faire. Mais si tu payes, tu peux le faire quand même. OK, Ah, on c'est vrai que c'est appréciera la dingue. parfaite cohérence donc de la politique américaine. Et bien sûr, Nvidia demande que ça, parce que 5 milliards Mmh. moins 15%, c'est beaucoup mieux que 0 milliard, hein, c'est prouvé Ah oui, mathématiquement. ah oui. Et puis bon, tu payes, donc bah, c'est aussi tu payes, tu es aussi dans les petits papiers, de Trump, quoi et c'est vrai que quand tu es une grosse boîte tech aux États-Unis, bah, c'est mieux dans les petits papiers. Dernièrement et comme tu disais, le gouvernement a déjà, stoppé ou va stopper des litiges qui impliquent 165 entreprises, principalement des boîtes tech, et qui ont été support de Trump en particulier. D'après Axios, il y a 553 compagnies qui seraient dans un gros tableau Excel et puis C'est dingue cette les meilleures histoire. supportrices donc du Big Beautiful Act, hein, le budget de Trump, bah, ils seraient laissés tranquilles. Voilà, elles sont aussi classées, elles sont donc du coup plus ou moins classées selon leur loyauté quoi, à la Maison Blanche, hein, bonne ambiance. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que ces H20, donc Nvidia veut désespérément vendre, hein, Ouais. bah, pourraient ne pas trouver preneur du tout parce que les Chinois, ah ben ils ont pas confiance. Oui, parce que bon, nous on n'a pas confiance dans les Chinois, mais ils nous le rendent bien en fait. Les Chinois non plus, ils ont pas confiance en nous. Le gouvernement chinois, il fait le forcing pour pas que les boîtes du pays utilisent les accélérateurs américains, dont on soupçonne qu'ils pourraient contenir des mouchards, des kill switch, hein, c'est-à-dire que des puces J'ai américaines. déjà entendu ça, hein, des craintes qu'un pays étranger, ait introduit des mouchards dans des composants informatiques. J'ai déjà entendu ça Et par le oui, mais passé. tout à fait, ça rappelle les souvenirs. Et effectivement, il y a bah, un peu comme avec les avions américains dans le cadre de la défense, bah là, c'est un peu la même idée, quoi. C'est-à-dire, vous achetez des puces Nvidia, bon, bah voilà, qui vous dit pas qu'un jour, à la demande du gouvernement américain, Nvidia puisse désactiver ses puces ou les ralentir bon, à distance. Alors, bon, est-ce que c'est des fantasmes? Plus ou moins, à mon avis, c'est des fantasmes, mais en tous les cas, il y a ces idées-là, et parce que les puces américaines, ben voilà, la loyauté va aux États-Unis. La confiance, c'est important, hein, comme chez Darty. La confiance, elle, essaye aussi de s'installer au travers d'accords entre l'Union européenne et les États-Unis. Ça a été aussi un sujet, d'actualité durant, cet été avec, la signature d'un accord. Bon, bah, j'ai l'impression que là aussi, il y avait une espèce de volonté de pas être dans l'escalade de la guerre commerciale, Guillaume. Oui, c'est vrai, on passe aux relations Europe-États-Unis qui vont être très, très tendues dans les mois qui viennent, hein, parce que bon, alors c'est vrai que là, pour commencer, on a donc le deal sur les droits de douane qui a été trouvé et qui globalement revient à on se prend 15%, je pense. Bon,
puisque les taxes douanières de base passent à 15% tout compris, donc ça nous fait une hausse nette de 10% plus ou moins par là, en gros, hein. Donc taxes que vont payer les consommateurs d'ailleurs et qui va financer le budget de Trump, qui baisse les impôts des plus riches, ce qui veut dire que les consommateurs américains, tous, vont financer les baisses d'impôts des plus riches aux États-Unis, ce qu'on peut poliment qualifier d'enculade du siècle, à mon avis, mais passons. Alors bon, en ce qui nous concerne, les 15%, c'est vrai pour sur la plupart des produits, et il y a encore des choses qui doivent être discutées. Il y a aussi le danger, bien sûr, que beaucoup plus de merdier américain arrive sur le marché ici, puisqu'il y a des exemptions de taxes sur certains produits agricoles, industriels et produits de la pêche. Donc bon, voilà, super. Et pour la tech, bon, c'est pas clair, il reste encore des trucs à négocier. Il y a d'ailleurs, il reste des trucs à signer, je pense aussi, c'est pas totalement fini. On a promis d'acheter plein de trucs pour 750 milliards d'énergie jusqu'en 2028. Je sais pas si ça passe, je sais pas trop à quoi ça correspond en fait, parce que on doit aussi acheter 40 milliards de puces IA aux Américains. Et franchement, je me pose la question de savoir ce que tout ça veut dire en fait. Qui Mmh. va acheter ça? Je veux dire, Mmh. qui va acheter des accélérateurs de puces IA? Toi? Moi? Moi, si je pouvais, ok, Ah, mais moi, je peux pas en tout cas, moi, si je mais je pouvais, peut-être, mais oui, je veux dire, pourquoi pas? des boîtes privées qui ont besoin d'accélérateurs IA, il va y en avoir, ok, donc c'est des boîtes privées qui vont devoir acheter des GPU, d'accord. Ok, mais de toute façon, c'est pas comme s'il y avait des alternatives crédibles aux offres d'AMD et d'NVIDIA, si. Donc oui, des boîtes européennes qui ont besoin de puces, elles vont acheter américain, ben comme avant, quoi, parce qu'il n'y a pas le choix. Mmh mh. Et puis, ben, celles qui n'en ont pas besoin, ben, on va pas les forcer à en acheter, quoi. Donc comment tu Mmh. décrètes que 40 milliards de puces seront achetées? C'est vrai que c'est Je sais très pas trop ce que étrange. ça veut dire, Mmh. en fait, hein. Mmh mh. Surtout, quand on commence à entreapercevoir le fait, et on y reviendra un petit peu, qu'il pourrait y avoir une bulle et que les investissements dans l'intelligence artificielle pour plein de boîtes privées, n'apporteraient pas de retour sur, investissement, mais on Un en reparlera truc un petit peu dont après. oui, effectivement. Enfin, politiquement, c'est quand même une victoire pour Trump, clairement, puisque les taxes sont augmentées et on l'a accepté. On a essayé de sauver les meubles, globalement. Bon, faut aussi reconnaître ça, il faut être pragmatique, hein. Pragmatiquement parlant, on a sauvé les meubles d'un certain point de vue. Alors, mais on donne quand même l'image qu'on supplie à ces exigences, hein, et on continue à avoir autant, voire plus recours aux tech américains. Donc, c'est vrai que le signal qu'on voulait passer à autre chose aurait été bienvenu. Mais bon, après, de toute façon, tout ça, voilà, c'est pour l'instant, c'est comme ça. Mais de toute façon, il reste un autre gros point d'achoppement, hein, qui sont les DMA et DSA. Et ça s'annonce très corsé là, parce que on va voir si oui ou non on arrive à avoir assez de souveraineté pour avoir le pouvoir d'appliquer nos propres lois. On va voir si Mmh. oui ou non on est totalement des vassaux des États-Unis, ou si on peut prétendre avoir nos propres valeurs, notre propre culture. Ça, on va le voir, oui. On va continuer justement à parler un petit peu des éléments qui constituent les relations, européennes et américaines, et peut-être un des éléments d'illustration, alors qui touche pas à l'Union européenne, mais qui touche un pays en Europe qui est le Royaume-Uni. Il y avait eu ce sujet de leur côté, de forcer Apple à mettre une backdoor, ce qui avait amené Apple à désactiver la possibilité de chiffrer, les données qu'on peut avoir sur iCloud en tant qu'utilisateur. Il y a du nouveau aussi là-dessus, Guillaume. Oui, oui, alors, donc on arrive, si tu veux, à une forme d'extraterritorialité du droit américain qui est officielle ou officieuse, mais bon, ça va très vite poser problème, et on le voit effectivement dans 3 épisodes récents qui sont passés cet été, là, récemment. Et ça commence avec avec une conséquence positive, le pire. Parce qu'effectivement, les Anglais, Le comme bien comble. d'autres, ont une dent contre le chiffrement de bout en bout, et en mai dernier, ils ont passé une loi qui aurait obligé, entre autres, Apple à créer une porte dérobée, donc une backdoor, dont s'en servir de stockage cloud, hein, pour les forces de l'ordre. Créer des backdoors pour la police, c'est une mauvaise idée, on en a abondamment parlé, bon voilà, on va pas revenir dessus. Le truc, c'est que les États-Unis ont fait pression sur l'Angleterre qui vient de renoncer à sa loi. Tulsi Gabbard, donc chef du renseignement américain, avait déjà évoqué que ça serait une violation du Cloud Act, selon elle. Alors, Mmh. j'en suis satisfait en l'occurrence, puisque cette loi était une mauvaise idée. Et bon, ça montre aussi que les Anglais peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et c'est que le début des joyeusetés. Parce qu'arrive 4chan. 4chan, site connu depuis des décennies pour être ce qui se rapproche le plus d'une poubelle numérique, hein, dans tous les sens d'ailleurs, c'est C'est vraiment vrai. une poubelle. Dans une poubelle, tu trouves des trucs rigolos, marrants, voire des trucs super dans une poubelle des fois. Mais bon, ça pue un peu quand même, hein, les poubelles. Et un jour en Angleterre, enfin toujours en Angleterre, hein, 4chan, il a été jugé pas conforme au UK Online Safety Act. La modération y serait insuffisante, sans déconner. L'Angleterre peut donc Ah sévir. bon? Bon. Alors que fait 4chan? Eh ben, il se victimise et puis il appelle papa pour péter la gueule aux minots qu'il bolosse, hein, tout simplement. 4chan serait victime d'une campagne de harcèlement contre les boîtes américaines. Elle serait uniquement tenue de rendre des comptes à la loi américaine, et donc elle pisse à la gueule de toutes les autres, manifestement. Je crois que c'est l'idée, hein. Et encore plus préoccupant, la FTC prend les devants et déclenche les hostilités de manière préemptive, puisque Andrew Ferguson, donc qui est président de la FTC,
il a exhorté à peu près toutes les boîtes tech à refuser les injonctions des gouvernements étrangers à, je cite, affaiblir le chiffrement ou à censurer les propos des Américains. Alors c'est une annonce qui concerne tout le monde, Google, Amazon, Apple, X, Meta, Microsoft, voilà. Et donc, ils seraient donc dans l'illégalité aux États-Unis, tous ces gens, si ils obéissent à la loi de notre pays dans lequel ils opèrent quand même, hein. On apprécie Quel donc puzzle. l'idée que les États-Unis se font de la souveraineté des autres nations. Mmh. Et les problèmes, ils sont déjà là en fait. Parce que X, par exemple, il est déjà dans le collimateur du DSA. Si l'Europe demande à X de retirer du contenu qui est jugé inacceptable ici, il pourrait très bien être dans l'illégalité si c'est acceptable aux États-Unis. Donc il va pas le faire. Et là, il va bien falloir décider de ce qu'on fait nous. Surtout que, bien entendu, Donald va inévitablement ouvrir son énorme gueule pour nous menacer, hein, comme le premier caïd venu. Comme il fait tout le temps, si on accepte, on entérine le fait qu'on ne peut pas avoir nos propres règles, quoi, hein, qu'on suit celles des Américains. On parle des réseaux sociaux, mais bon, après, ça peut s'élargir hein, très très vite. Hein. Il y a eu cet été aussi tout ce bordel à propos des IA woke et de l'interdiction des IA woke hein, aux États-Unis. C'est encore un truc, ça, l'interdiction des IA woke. Et si nous, on fait des IA qui sont considérées comme woke par les États-Unis, donc si on les entraîne sur du matos américain, tu sais, celles qu'on a promis d'acheter, par exemple, est-ce qu'on aura le droit d'entraîner des IA avec du matos américain si elles n'ont pas les valeurs américaines de la Maison-Blanche? Qu'on pense que les lois du pays soient bonnes ou mauvaises, en fait, c'est pas le sujet. Hein. On peut être d'accord ou pas d'accord avec moi sur le fait que telle ou telle loi est bien, c'est pas le sujet. Il me semble qu'on devrait pouvoir appliquer nos propres lois, voilà. Qu'elles soient en ligne avec celles des États-Unis ou pas, c'est tout. Oui, c'est fort probable de, trouver beaucoup de logique dans ce que tu affirmes, mais en même temps, c'est vrai que la réalité n'a pas l'air de s'appliquer de cette manière et je me rappelle même de certains dispositifs de sauvegarde, d'échange de données entre les États-Unis et l'Union européenne qui ont été votés il y a de ça longtemps, bien avant, les paquets, DSA et DMA et qui n'étaient déjà factuellement pas respectés. Mais enfin là, on est sur quelque chose qui est ouvertement assumé, tu as raison, dans une déclaration de Trump qui indique qu'il considère quelque part comme illégal le fait d'avoir des lois qui ne vont pas dans le même sens que les lois américaines. C'est assez dingue, les enjeux sont énormes et je ne doute pas qu'on aura encore beaucoup de choses à vous relayer dans de futurs épisodes de Tech Café. On continuera évidemment à le faire. Et si jamais vous voulez, vous, nous aider à le faire, ah bah, c'est hyper simple. C'est probablement de venir vous inscrire sur Patreon. Patreon, c'est un site internet sur lequel vous pouvez vous abonner sur une version payante de Tech Café pour profiter des épisodes sans la pub, mais aussi et surtout d'avoir l'assurance de rendre Tech Café disponible le plus longtemps possible. Donc, si jamais vous avez le sentiment vraiment que ce podcast vous apporte une info qui est utile, qui est importante, que ce soit pour votre connaissance personnelle ou dans votre univers professionnel, si jamais ça vous manquerait de ne plus avoir à votre disposition Tech Café, je vous invite à prendre part au financement sur techcafé.fr/Patreon ou plutôt patreon.com/techcafé, mais en fait les deux arrivent au même endroit, soyez rassurés, le mieux c'est patreon.com/techcafé et vous aurez donc en échange de votre abonnement un flux privé sans la pub, des infos exclusives et donc surtout la satisfaction de soutenir ce podcast et de me rémunérer directement, comme vous rémunérez aussi Guillaume Poggiaspala, dans le cadre du travail qu'on fait pour vous apporter ce podcast. Donc pensez à vous inscrire ou sinon faites-vous un rappel pour vous inscrire. Il y a une possibilité aussi de nous soutenir sans investir financièrement sur patreon.com et je fais écho en cela à un avis sur Apple Podcast. C'est j'écoute ce podcast depuis des années et je l'adore. J'ai même un peu honte de rédiger cet avis comme je ne soutiens pas le podcast. Faute de possibilités, mais voilà, il faut reconnaître que les deux Guillaume nous proposent un podcast intéressant et pertinent, parfois très technique, mais rappelons qu'il s'agit de tech, bonne complémentarité entre les deux animateurs avec des avis tranchés et nuancés par la suite, une bonne humeur dans les voix qui vous accompagne partout sur le trajet au boulot pour ma part. Merci à vous et j'espère pouvoir rapidement vous apporter plus qu'un avis Apple. Alors, c'est tout opportun pour moi pour réagir parce que si vous n'avez pas pour le coup la possibilité de soutenir Tech Café sur Patreon, surtout ne vous culpabilisez pas et notre crainte ce serait justement que vous puissiez vous mettre dans une quelconque forme de disponibilité, de confort ou de sécurité en passant à ce type d'action de financement. Donc surtout, faites-le si vous en avez la possibilité. Mais encore une fois, comme il l'a fait, si jamais vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, de venir déposer un petit avis sur Apple Podcast, Podcast Addict ou sur Spotify, ça nous aide parce que ça contribue à la notoriété du podcast et donc ça aide d'autres personnes à nous découvrir. Et ça, c'est extrêmement précieux et il ne faut pas passer à côté.
On continue pour cet épisode hebdomadaire de fin d'été de Tech Café parce que évidemment là on s'est fait plaisir, on a parlé de matos, on a parlé de politique et d'influence américaine sur la tech, mais il y a un sujet qu'on repoussait et qu'on doit absolument aborder, c'est l'actu de l'intelligence artificielle parce que ce serait suicidaire de ne pas l'aborder dans un podcast de tech. Et il y a une petite tendance, une petite musique qui résonne à nos oreilles, c'est celle de l'arrivée ou de la croissance d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle. Et le comble, c'est qu'il y a un des acteurs que j'aurais le moins imaginé évoquer l'arrivée d'une bulle, Guillaume, récemment. C'est Sam Altman. Ils ont présenté GPT-5 et ça fait partie de ses prises de parole dans le cadre de ce lancement. Oui, cette semaine, la bulle financière de l'IA est devenue un petit peu plus fine et elle semble un peu plus proche de son éclatement. D'ailleurs, il y a une économiste qui s'appelle Carlota Pérez, qui est Ouais, l'autrice de livres sur les bulles, qui, elle, n'en doute pas du tout. Et pour elle, c'est même comme les autres révolutions industrielles. Donc, il y en a eu plein. Il y a eu les moulins à Hobbes en Angleterre, qui, à la fin des années c'est 1700 intéressant déjà, ça. qui avait creusé trop de on Ouais, avait creusé trop de canaux à cette époque. On avait découvert les moulins, on avait creusé trop de canaux. Après, il y a eu la locomotive à vapeur, par exemple. Et donc, du coup, c'était mis c'est à construire fou. tellement de chemins de fer que il y en a qui étaient plus rentables. Et bien sûr, tout le monde, beaucoup plus proche de nous, tout le monde a en tête la bulle Internet de la fin des années 90. Et puis on sait bien que la valorisation des boîtes actuelles, ou des boîtiers actuelles, elle est vraiment très très haute, tellement qu'on peut quand même avoir des doutes sur certaines. Nvidia vaut 10 fois plus qu'il y a 2 ans, C'est Palantir vaut dingue. 17 fois plus qu'il y a 3 ans. Elle pèse quand même 370 milliards de dollars, Palantir, c'est 300 fois ses bénéfices. Et puis il y a Sam Altman qui confie comme ça, au calme, pendant un dîner d'interview, entre la poire et le fromage, que oui, il y a bien une bulle et que beaucoup de gens allaient perdre beaucoup d'argent. Alors, il dit aussi, ce qui est vrai, que cette bulle, elle n'est pas basée sur du vent, c'est comme celle des chemins de fer. Je veux dire, les chemins de fer, Mmh. on les utilise, c'était pas du vent, la bulle Internet non plus, il y a toujours Internet, et plus que jamais. Donc il y a Bien vraiment sûr. une révolution technologique derrière, mais on s'emballe trop, et il y a forcément un retour à la réalité à un moment, et pour Carlota Pérez, d'ailleurs, cet emballement a même un effet positif, puisque c'est une frénésie d'investissement qui pousse à financer de très grands projets d'infrastructures qui seraient pas faits sinon, quoi. Et puis, en plus d'Altman, il y a Mark Zuckerberg, d'ailleurs, qui était en folie les semaines d'avant, prêt à payer des doctorants comme des joueurs de la NBA qui gèlent les embauches chez Meta en Un intelligence comble. artificielle. Peut-être parce qu'il a estimé que déjà ils étaient bien équipés, mais aussi Mmh. peut-être que c'est à cause de la fébrilité ambiante que l'on doit. Alors, c'est souvent écrit comme ça, que l'on doit en partie, sans doute, à une étude du MIT, une étude qu'on résume souvent par la très grande majorité des investissements en IA ne rapportent que dalle. Voilà, c'est ça la conclusion plus ou moins très 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 résumée. En plus, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas abouti, puisque 80% des boîtes interrogées, donc il y a un total de 150 boîtes comme ça qui a été interrogé, 350 personnes. Donc il y a 80% des boîtes interrogées qui ont essayé de déployer un truc, il n'y a que 40% qui sont parvenus. Alors c'est des chiffres alarmants qui sont effectivement inquiétants, mais qui quand même recouvrent une réalité qui est beaucoup plus compliquée. Le rapport lui-même montre qu'en fait, les gens utilisent déjà beaucoup l'IA, mais de leur Mmh. côté, en fait, avec des outils généralistes comme ChatGPT. L'IA transforme effectivement le monde du travail, mais pas encore, on va dire, via les canaux corporate, quoi, les canaux officiels de l'entreprise, les corporate. Et puis, il est plus facile d'avoir des prestataires spécialisés que de tout faire soi-même. Il y a beaucoup de boîtes qui essaient aussi de tout faire elles-mêmes. Et en gros, celles qui essaient de tout faire elles-mêmes réussissent 3 fois moins souvent que celles qui font appel à des prestataires et qui intègrent tout comme il faut, etc. Donc, en ce qui concerne la confiance accordée aux IA, on note que 70% des sondés assigneraient volontiers une tâche simple et rapide à une IA, mais 90% préfèrent quand même un humain sur une tâche complexe. Cause à effet ou pas, c'est pas certain, mais SoftBank a perdu 10% de sa valeur juste après la sortie du rapport, et Palantir 9% et Nvidia 3,5%. Alors il y a plein de choses dans cette étude, on voit aussi que, pour l'instant, il y a aussi beaucoup de problèmes parce que, les IA font des erreurs et donc il faut repasser derrière et en fait ça annule finalement le bénéfice, quoi. Donc pour les intégrer, pour, leur faire confiance et pour pas avoir à repasser derrière, il faut, réfléchir, il faut intégrer ça correctement, c'est pas si simple en réalité. Donc, est-ce que ça va faire éclater la bulle? Est-ce que c'est l'aiguille qui va faire éclater la bulle, ce petit rapport? C'est pas clair, mais bon, de toute façon, Altman est serein. Voilà, Sam Altman, lui, il est serein parce que, même si ça éclate, c'est pas forcément si grave que ça parce qu'il a pas forcément tort, hein. Après Mmh. l'éclatement de la bulle internet, en fait, Internet n'a pas disparu. non seulement internet n'a pas disparu, mais en fait, la sélection naturelle nous a donné les acteurs d'aujourd'hui qu'on utilise, Ouais. en permanence comme Google, Amazon et cetera, quoi, hein. Et OpenAI, lui, se voit bien comme le nouveau Google, tout simplement, qui a émergé comme ça, comme un colosse
après la catastrophe, quoi, hein. Ils explorent de nouvelles pistes d'ailleurs, hein, chez OpenAI pour amener plus de gens à payer pour ChatGPT. Donc ils vont ouvrir un nouveau bureau en Inde. Ils offrent là-bas d'ailleurs un nouveau plan qui s'appelle ChatGPT Go, qui coûte seulement 4,6 $. C'est une Ah, offre ça fait rêver. qui donne 10 fois plus de générations que la version gratuite, hein, globalement, et qui est vraiment pas très cher, parce que pour l'instant, c'est vrai que le ticket Ouais, d'entrée est de 20 $, et puis après, vous avez le ticket très pas très donné. haut à 200. Mais Mmh, bon, 5 $, globalement, hein, peut-être 5 mmh. euros, allez, voilà, un truc comme ça. Est-ce que ce serait pas effectivement la bonne manière d'attirer des gens, voilà, pour avoir, pour utiliser de manière quasi illimitée, en tout cas, pour le grand public, ChatGPT? Ouais, à voir si ça se déploiera un petit peu plus, ailleurs dans le monde. Mais effectivement, là, j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui en rêve d'un ChatGPT à 5 balles. Et ce que j'aime beaucoup, Guillaume, dans le regard que tu portes sur, cette rentabilité de l'intelligence artificielle, c'est cette vision que peut-être beaucoup n'avaient pas identifiée. C'était c'est ce qu'on avait vécu avec l'arrivée des smartphones. Tu sais, ce phénomène que les RH ont détesté, le «bring your own device», qui visait à dire que les collaborateurs apportaient leur propre appareil et gagnaient en productivité avec, des smartphones qu'ils finançaient eux-mêmes, qui étaient bien souvent, et c'est encore le cas aujourd'hui dans plein d'entreprises, bien plus performants que, les équipements professionnels. Et c'était d'ailleurs un cauchemar pour la sécurité, et c'est tout autant un cauchemar pour la sécurité, quand les collaborateurs utilisent leur propre intelligence artificielle perso, leur propre abonnement à ChatGPT ou leur propre, Gemini. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas été encore, bien identifié. C'est effectivement, tu l'as dit, cette espèce de gain de croissance ou de productivité qu'il y a à l'échelle individuelle pour via des outils qui ne sont pas fournis et pas identifiés par, l'entreprise. Bon, je suis pas certain que ça, augmente tant que ça la productivité au global de l'entreprise, mais c'est probablement un des effets, qu'il faudrait arriver à mesurer, et encore une fois, aux grandes dames et à l'inquiétude, croissante probablement des responsables sécurité. On continue, parce que dans le monde de l'intelligence artificielle et dans ce monde là d'innovation de la tech à l'ère de l'intelligence artificielle, il y a, quelqu'un, qu'on attend de pied de ferme, ou en tout cas qu'on craint peut-être même parfois, c'est Elon Musk, qui est libéré, hein, on le sait, de ses obligations, gouvernementales avec le rôle qu'il avait pris avec l'arrivée de Donald Trump. Désormais, il est, tout fourneau, Guillaume, sur ses activités, d'entreprise perso. Ah oui, ça, c'est sûr, hein. Que serait un épisode de Tech Café sans des nouvelles d'Elon Musk, hein? C'est inconcevable, hein, c'est incongru, ce serait, je sais pas, comme une tarte aux fraises sans brocoli, quoi, tu vois? Ou comme un Je poisson note, sans bicyclette, comme dirait je Pierrot. note. Évidemment, Elon continue à emmerder le monde, hein, pendant l'été, parce que bon, c'est son hobby quand même à ce niveau-là. Ce coup-ci, sa lubie, c'est d'attaquer Apple. X-Corp accuse le constructeur de privilégier la visibilité de ChatGPT sur l'App Store au détriment de Grok, et des autres, hein. Il lui reproche aussi son deal exclusif avec OpenAI pour suppléer à Apple Intelligence. Ce deal permettrait à OpenAI de recevoir des flux de données supplémentaires qui lui donneraient un avantage concurrentiel sur tous les autres, hein, comme le choix par défaut de Google sur iOS, hein, par exemple, hein, qui aurait permis de cimenter son monopole. Bah voilà, ce serait la même chose. Bon, rien que ça, on comprend surtout qu'Elon est terrorisé, hein, par l'avance d'OpenAI. ChatGPT, c'est une marque connue de pratiquement tout le monde, hein, beaucoup plus que Grok. Utilisateur régulier ou pas, tout le monde connaît ChatGPT. Elon attaque déjà OpenAI comme ça, c'est bon, c'est la totale, hein, on fait un lot. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une autre petite info qui est passée totalement sous les radars, et qui d'ailleurs, c'est totalement intentionnel. Vous vous souvenez pourquoi Elon attaque OpenAI? Non, peut-être c'est parce que Sam veut modifier sa structure pour ne plus être une ONG. Pour en C'est vrai, faire c'est un une combat. Voilà, pour en faire une boîte plus standard à but lucratif, voilà, et attirer donc d'autres investissements. Alors pendant ce temps-là, vous vous souvenez aussi peut-être que xAI, la vertueuse entreprise d'IA d'Elon Bien Musk, sûr. qui a pour but de comprendre l'univers, hein, était quant à elle une PBC, enregistrée dans le Nevada. Une PBC, c'est effectivement une Public Benefit Company, donc c'est une boîte qui a un objectif d'améliorer le bien commun, public benefit, hein, et qui doit régulièrement d'ailleurs publier des résultats sur ses objectifs et sur ses impacts sociaux, environnementaux, tout ça. Genre, eux, ils font les choses bien, ils sont vertueux. Bah, c'est cohérent! Bah Il oui, est oui, oui, cohérent. oui, bien sûr, c'est vertueux, tu parles. Le statut de PBC a été abandonné l'année dernière dans le plus grand secret. Et il n'existe plus du tout dans le cadre du rachat par X. xAI est une société tout ce qu'il y a de plus normal, exactement ce qu'OpenAI voudrait devenir. Et la raison, enfin, si Elon ne s'acharnait pas dessus à coup de procès, hein. D'ailleurs, une PBC aurait eu des soucis à mettre en route à la va-vite des turbines à gaz pour alimenter dans l'urgence ces data centers, en polluant tous les quartiers alentours, hein, ce qu'ils sont en train de faire allègrement. Donc on fait de la pub, voilà, sur sa vertu quand ça nous arrange, tu vois, et puis ensuite, bah, sa vertu, on la fout à la poubelle, et puis en douce, hein. Et puis après, on fait ce qu'on veut. Eh oui, toujours très classe. Il y a plein de choses, hein, qu'on pourrait relayer sur, Elon Musk. On va pas toutes les faire, mais il y a sa plateforme là, que c'était XTV, je crois, qui était une app pour les télés qui est débranchée au bout d'un an parce que c'est
C'est Ah un oui, flop le complet. tueur de YouTube. Ah, comme quoi, hein, c'est pas si facile. Et il y a un autre truc qui est pas si facile aussi qu'il abandonne, c'est les supercalculateurs. A priori, c'est marrant parce qu'il communiquait en disant: «Oh, finalement, ce serait pas très logique de développer des supercalculateurs et cetera». En fait, la réalité, c'est qu'il y a plein de membres du staff assez clés qui se sont barrés et a priori, ça doit pas être très pratique de continuer ce projet sans eux. Puis bon, peut-être qu'il y a aussi un fond de vérité sur l'arbitrage, mais en tout cas, il y aurait plein de choses à dire pour, Elon Musk. Mais attardons-nous plutôt aux stars de l'été, Guillaume. On l'attendait avec impatience, j'allais dire même avec une forme de fébrilité. On voulait un ChatGPT qui était déjà mais tellement intelligent, il fait déjà tellement de choses pour nous. Écoute, on nous promettait une nouvelle version. Une nouvelle version tout à la fois plus intelligente et surtout qui ne nous obligerait pas à les choisir parmi une foultitude de sous-modèles incompréhensibles. Le problème est enfin résolu, Guillaume. Là, c'est bon, on peut attaquer la rentrée, on est tranquille. GPT-5 est arrivé. Tu peux, GPT-5 est arrivé, on peut pas ne pas parler de GPT-5. On l'a tellement attendu, tellement que c'était quasi impossible pour OpenAI d'être à la hauteur de la hype. Et effectivement, ils se sont plantés. Le lancement était un fiasco, médiatiquement parlant, hein, c'est sûr. Un fiasco très intéressant d'ailleurs. C'est intéressant, hein. GPT-5 en lui-même n'est pas super passionnant, pour être honnête, hein. Le modèle n'est pas super passionnant. Mais sa réception, quand même, dit pas mal de trucs de nous, quoi, et de comment on utilise déjà les IA et tout. Enfin, c'est assez intéressant. En fait, c'est complètement assumé, en réalité, parce qu'après ChatGPT, Ah. qui était une version de GPT 3.5, GPT-4 était un modèle énorme, beaucoup plus gros, vous avez mis vraiment les watts et tout, vous avez fait le plus gros modèle possible presque, hein. Et la différence était palpable, vraiment énorme, hein, entre les deux, et d'ailleurs le 4 était aussi multimodal, etc. En fait, GPT-5, il n'a jamais eu cet objectif. GPT-5, c'est pas un nouveau modèle géant destiné à être le plus puissant possible, et ça. Pas du tout. Sam Altman le révèle dans son interview, hein. OpenAI manque de GPU. Et il manque de GPU pour l'inférence, c'est-à-dire pour servir GPT à tout le monde. À l'exécution, À quoi. l'exécution, c'est ça. Il manque, pour le donner pour le rendre disponible à leurs clients, et déjà, il manque de GPU. Et donc, étant en dèche de GPU, ils n'allaient pas entraîner un modèle énorme, qui déjà, ça leur aurait coûté une blinde de l'entraîner. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais quand tu as un modèle énorme? Ça demande énormément de puissance pour le proposer à tout le monde. Et donc Altman, il a aussi dit que, d'ailleurs, s'ils ne payaient pas pour l'entraînement de leur modèle, il serait très rentable, ce qui sous-entend que l'entraînement coûte extrêmement cher. Donc, il faut faire des arbitrages, et ils ont donc conçu GPT-5, alors les divers modèles, en fait, hein, que recouvre le chapeau GPT-5, en l'optimisant pour l'inférence. Comprendre que c'est un modèle gros juste comme il faut pour pas coûter très super cher, tout en n'étant pas trop con. C'est un modèle qui est donc cohérent économiquement, mais qui n'est pas du tout destiné à devenir Skynet tout de suite, quoi, hein. Alors, Est-ce qu'on pourrait dire qu'il se dipsychifie pour faire une référence à ce modèle chinois qui était présenté comme très performant mais bien plus économe je sais pas, moi de je le son vois comme côté? une PS4. Tu vois, Ah oui, c'est plus concret, c'est plus parlant, voilà, bravo, bien non mais vu. voilà, tu vois, Ah, bien vu. la PS2, bon, c'était une machine puissante, Ouais, machin. La PS3, c'est une machine ah, j'adore. super puissante avec le Excellent. sel, avec le Blu-ray qui coûte et qui coûtait une couille d'ailleurs, je veux dire, à acheter, à fabriquer et à acheter, hein. La Ouais. PS4, pas du tout. La PS4, c'est un PC de base avec une bonne carte graphique, un disque dur naze, mais elle était pas trop chère. Tu vois, donc c'était une console qui était pas super sexy, mais qui était économiquement très cohérente et qui d'ailleurs s'est super bien vendue. Ben là, c'est pareil en fait, hein, c'est un modèle qui est pas super sexy, GPT-5, mais c'est un modèle qui est pas très très cher non plus, ni à faire tourner, ni à acheter. Et qui en plus est, enfin bon, effectivement, comme tu le disais, qui aussi en profite pour, comment dire, éliminer le zoo de modèles qu'on avait, tout à fait, puisque Mmh. GPT-5 était effectivement destiné à tout remplacer, hein, les 4O, les 4.1, les 4.5, les O3 et machin, là. Et du coup, le problème, c'est qu'évidemment, ils se sont plantés là aussi parce que c'était inévitable. Parce que, du coup, t'as plus le sélecteur. Enfin, il n'y avait plus le sélecteur de modèle, donc tu sais pas à quel modèle tu parles. Il n'y a pas assez de transparence, et donc les Mmh. gens, ils se sont foulés parce qu'ils pensent qu'OpenAI sélectionne le plus souvent possible un modèle de tocard, hein, parce que ça leur coûte pas grand. Et bien sûr, le nouveau GPT-5 a une nouvelle personnalité. Et ça y est, oui, ça y est, dans notre monde, la personnalité de l'outil informatique compte. C'est un peu... Alors vous me C'est direz, vrai, tu c'est raison. normal, c'est un peu l'équivalent de ne pas apprécier le look d'une nouvelle version d'Excel, tu vois, c'est un petit peu pareil. Ou le look d'un site web. Eh ben oui, OK. mais non, parce que moi j'ai jamais vu quelqu'un pleurer de joie quand on remet l'ancien look de son site préféré. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur les réseaux, en tout cas, hein, la perte de GPT-4o a été vécue comme un véritable deuil pour beaucoup, beaucoup de gens. C'est C'était vrai. vraiment étonnant, hein, ça montre qu'il y a désormais beaucoup d'affect dans notre relation aux machines, ce qui est Mmh. franchement perturbant quand même. Parce Mmh. que GPT-5, il est pas plus bête que GPT-4o. En fait, il est même souvent bien meilleur que GPT-4o. Il est pas moins utile que GPT-4o. Il était juste plus froid, plus direct. C'était plus un outil et pas un pote.
Et ben désormais, ça a son importance, ça, d'être un pote ou un outil, de le ton que le truc a, à tel point que GPT-4o, il est revenu. Et on a vu des retrouvailles émouvantes, aussi émouvantes que cheloues d'ailleurs, hein, sur Reddit ou X avec GPT-4o. Et que même d'ailleurs GPT-5 a été revu pour être un peu plus chaleureux. Et oui, par ailleurs. Le sélecteur de modèles aussi est revenu quelque part, comme ça tu sais à qui tu parles, et il y a plus de transparence, l'interface est plus claire, ce qui est plutôt cool. Et donc le lancement de GPT-5 dit pas mal de choses sur notre société, hein, Mmh. donc voilà, donc que les gens aiment qu'on leur passe de la brosse à reluire, qu'ils aiment les emojis, voilà, qu'ils ont besoin qu'une puce Nvidia leur montre du support émotionnel, c'est fou. Mais sinon, on va aussi se poser la question concrètement, comment qu'il est bon ce GPT-5 en vrai? Hein, Mmh. voilà, c'est ce Bonne Beaujolais question. ce C'est ça Beaujolais la vraie question de et oui, l'épisode, c'est bien comme le sûr. Beaujolais nouveau. Est-ce qu'il est bon ce Mmh. Beaujolais? D'après OpenAI, bien sûr, c'est le meilleur modèle qui ait jamais foulé cette terre, bien entendu. Ouh. Enfin, qui ait jamais, voilà, mis en rack de serveurs sur cette planète. Heureusement, il y a aussi un set de tests indépendants, hein, qui viennent de diverses diverses universités comme Cambridge, Toronto ou Zurich. Et donc, c'est un match, en fait, qui a été fait entre GPT-5 et Claude Sonnet 4. Claude Sonnet 4 qui n'est pas le plus puissant modèle d'Anthropic, hein, puisqu'il y a Opus 4.1 qui est sorti aussi cet été et qui lui est supérieur, parfois même assez nettement sur certains tests. Donc durant les matchs, Sonnet 4 est plus rapide que GPT-5 et il est très légèrement plus factuel et moins sujet aux hallucinations. GPT-5, il est néanmoins légèrement meilleur sur les tâches demandées, c'est-à-dire qu'il en réussit un peu plus, il en réussit 86% contre 84% chez Anthropic. Il excelle dans la génération et le débogage de code, vraiment, donc il est bien meilleur en code que les anciennes versions, et puis il est très bon aussi dans le souci raisonnement logique, analyse de données, les trucs scientifiques, il aime bien. Sonnet, lui, il est un peu plus littéraire, quoi, hein, il préfère la Mmh. manipulation de texte, édition, résumé, écriture, précision aussi, encyclopédique, hein, sur le savoir des trucs et tout. Bon, j'ai pas les chiffres pour ça évidemment, mais je soupçonne fortement que GPT-5 se ferait battre quasi systématiquement par Opus 4.1. GPT-5, il est voulu comme un concurrent frontal de Claude, parce qu'OpenAI a clairement mis le paquet sur le code, hein, et sur l'utilisation des agents de programmation, hein, qui étaient chasse gardée plus ou moins d'anthropique pour le moment. La sortie de 4.1 réaffirme d'ailleurs que les outils de codage à la Windsurf, Hyder et compagnie sont vus vraiment comme un segment très important. Mais la guerre, en fait, elle est sur le rapport qualité-prix, quoi, quelque part. Puisque GPT-5 a pour lui un tarif très compétitif. Il est beaucoup moins cher qu'Opus 4.1. Il est probablement aussi un peu moins beau, mais il est beaucoup moins cher. 4.1, il est particulièrement coûteux, hein. Il coûte quand même 15$ en entrée, 75$ en sortie, hein, pour le méga token. GPT-5, c'est seulement 1,25$ et 10 en sortie. C'est moins cher même que Sonnet 4, avec qui il est comparé et contre lequel il est totalement compétitif. L'optimisation pour l'inférence, donc, qui a été mentionnée par Sam Altman, elle prend tout son sens. GPT-5, il n'est pas spectaculaire et c'était pas l'objectif. En fait, il offre un très bon rapport qualité-prix vis-à-vis de la concurrence. Et c'est bienvenu parce qu'il y a aussi la concurrence chinoise. Et la concurrence chinoise, en général, elle casse les prix et elle donne des trucs qui sont pas si débiles. On va en parler dans une seconde. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Google, présente, des benchmarks, alors enfin des études, de mesures de consommation d'énergie, mais internes, et donc effectivement, c'est très difficile de les discuter et de les comparer avec d'autres, mais ils en sont arrivés à une conclusion qui sont que une requête type chez Gemini sur Gemini, consomme, autant qu'une requête sur Google. Donc c'est un peu étonnant parce que c'est pas du tout, les conclusions auxquelles on est arrivé. Après, je suis tout à fait disposé à croire, et c'était Pierre-Olivier Dibman sur Discord qui, soulignait ce point, à croire que Google est arrivé à faire des travaux d'optimisation de dingue en un an. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sent bien que ce travail d'optimisation, surtout compte tenu du contexte économique dont on a parlé, qui est de cette bulle dont la paroi est de plus en plus fine, qui va être un enjeu, assez, crucial de diminuer, le coût, à la fois énergétique, mais évidemment financier pour ces entreprises, de donner les réponses les plus pertinentes possibles. Et la guerre entre OpenAI et Anthropic est intéressante aussi. Elle s'est manifestée au travers d'un petit drama de l'été. Il y a les équipes d'Anthropic qui ont coupé les accès aux collaborateurs d'OpenAI, parce que, ben, a priori, ça respectait pas les conditions générales d'utilisation qui sont, bah, tu n'utilises pas, les ressources chez Anthropic pour développer des concurrents. A priori, je ne sais pas quel est le vrai du faux de cette histoire, mais on sent en tout cas qu'il y a un petit peu de friction, hein, entre ces boîtes, et on peut évidemment le comprendre parce que la concurrence est rude et comme tu l'as dit, elle s'illustre aussi au travers des initiatives chinoises dans l'intelligence artificielle. Oui, il y a eu énormément de modèles cet été, voilà, c'est l'été, les cigales chantent et toi tu penses que tu vas enfin être un peu peinard, que l'actu va se calmer un peu, bah, pas du tout. Ça a été une avalanche de nouveaux modèles open source, hein, alors évidemment, il y a eu énormément de modèles chinois qui sont vraiment très intéressants, mais enfin bon, écoute, à tout seigneur, tout honneur. Il y a eu aussi le premier modèle d'OpenAI depuis GPT-2,
Oui. Modèle qui m'a beaucoup déçu, je l'avoue. Voilà, parce qu'on Ah! était vraiment pas loin. On était à rien, vraiment. On était à 3 milliards de paramètres et on aurait eu GPT OSS 117. Ça aurait Ah été oui, c'est vrai. génial. Mais non, 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 il a fallu qu'ils mettent 120 milliards de paramètres et voilà, OpenAI a sorti Loser. GPT OSS 120, ça ressemble à rien, c'est pas possible. Et voilà, donc ils ont sorti une version qui est beaucoup plus petite et qui est aussi beaucoup plus intéressante, en fait, qui s'appelle le GPT OSS 20, bah, qui, comme son nom l'indique, est 6 fois plus petite, elle a 20 milliards de paramètres. Et on va être clair tout de suite, OSS 120 n'a aucun intérêt. Je sais, c'est sévère, mais c'est étayé par une étude anglaise qui montre que OSS 20, en fait, est marginalement moins bon, voire parfois meilleur que le gros, que OSS Comme 120, quoi. sur toute une série de tests. Et du coup, bah, ça vaut pas vraiment le coup de se casser la tête à faire tourner le machin gros, le gros machin, quoi, qui est quand même, qui Mmh. prend quand même pas mal de place. Parce que OSS 20, lui, il est très intéressant en réalité, hein. Il est intéressant. Les 2 modèles sont des mélanges experts, ce qui veut dire qu'ils ne nécessitent pas beaucoup de puissance de calcul. Et en fait, les 2 tourneraient sur des PC bureautiques, hein, pourvu qu'ils aient la mémoire nécessaire. OSS 120 ne nécessite que 1,5 fois plus de puissance que OSS 20 à peu près, qui lui tourne vraiment sur presque n'importe quoi. Et en plus, OpenAI a utilisé un nouveau format de données en 4 bits, donc il utilise des chiffres, des nombres en 4 bits, en précision 4 bits, qui s'appelle le MXFP4, et qui permet de livrer un modèle dont les experts sont déjà compressés. Les experts, c'est la majorité des, enfin, ça constitue la majorité des poids, donc en fait, les modèles fournis sont déjà petits, vraiment. C'est vraiment un modèle qui est pas très gros. Et OSS 20, vous pouvez le faire tourner sur une machine qui a 16 gigaoctets de RAM. Vous pouvez faire tourner OSS 20 sans problème, puisque c'est un mélange expert, et ça le rend vraiment très accessible. Alors OSS 20, c'est pas le plus aiguisé des modèles open source, hein, ça c'est vrai, mais il est très rapide et très accessible. Et en plus, il réfléchit bien. C'est-à-dire qu'il est assez fort en maths et en logique, en code, hein, et puis il réfléchit pas trop longtemps. Il réfléchit pas pendant des heures et des heures. Oui, Qwen 3, je te regarde. Pour sa taille, c'est vraiment un super modèle en fait, hein, qui peut Ouais. rentrer sur votre laptop, hein, et voilà, il peut être dispo à tout moment sur vraiment une machine de base. Alors bien sûr, OpenAI oblige, c'est un truc qui va pas répondre à tout, hein, c'est un truc qui est très, voilà, il va rester très vraiment sur les rails, il a un ton assez froid et synthétique, et c'est clair que c'est pas un truc pour le roleplay, ni coquin, ni marrant, enfin c'est pas un marrant, voilà, c'est pas un modèle Mmh. marrant, mais c'est un modèle qui peut être vraiment utile et qui offre un très bon rapport puissance-taille. OpenAI, c'est pas foutu de nous, hein, c'est un truc qui aura les performances de O1 Mini, la petite version. Mais bon, si on veut des modèles vraiment puissants open source, il y en a. Juste pour dire que je l'ai testé sur, LM Studio. Je le trouve effectivement très bon. J'ai la chance d'avoir une machine avec 32 gigas de RAM. C'est terriblement rapide, faut pas déconner. C'est rapide. C'est rapide et c'est tout à fait utilisable. Et effectivement, les performances sont très bonnes, et c'est hyper enthousiasmant de se dire qu'on vit à cette époque où ce type d'outil, arrive à tourner sur nos machines, à être de plus en plus performante. C'est vrai que pour moi, c'est un petit peu la petite star quand même, hein. Ah mais non, mais carrément, moi je l'ai utilisé, je lui ai demandé des programmes, enfin je me suis je me suis amusé à essayer avec, différents trucs. Bon, avec Aider, j'ai eu des petits soucis, mais juste dans le chat comme ça, pour rédiger des programmes et pour modifier des programmes petit à petit et tout, Ouais, il est vraiment pas mauvais quoi, il est bon, hein, hein. Mmh. c'est assez impressionnant pour un truc qui est vraiment petit, c'est pas mal. Alors bon, évidemment, il y a des il est sorti cet été des choses beaucoup plus puissantes, mais alors après je vais pas les énumérer tous parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Mais vraiment, on a eu cet été des modèles open source qui sont du niveau de Claude 4. Donc vraiment qui sont un cran au-dessus, quoi, qui sont, au niveau au niveau des modèles complètement, commerciaux, quoi. C'est impressionnant. Et donc alors qu'est-ce qu'il y aurait? Bah, pour avoir un truc niveau de Claude 4, vous aurez par exemple Kimi K2. Kimi K2, c'est un modèle qui est très fort, mais qui est absolument énorme, qui fait 1000 milliards de paramètres. Bon, c'est quasi impossible à faire tourner en local. Mais c'est très intéressant, et il est très intéressant aussi de base parce qu'il a été créé avec un nouvel optimiseur qui s'appelle Muon, qui converge beaucoup plus vite. Donc en fait, l'optimiseur, c'est ce qui fait l'entraînement, quoi. C'est le logiciel qui fait l'entraînement, et donc bah, si ça converge plus vite, à la clé, on pourra avoir des entraînements moins longs, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant, Kimi K2. Il y a GLM 4.5 qui est un excellent moyen terme, qui est un modèle très fort et qui est beaucoup plus petit que Kimi K2, qui à mon avis est beaucoup plus utilisable. Il y a Qwen 3 aussi qui a sorti une nouvelle version. Il y a Qwen 3 Coder qui est arrivé, qui sont vraiment des concurrents solides quoi, aux offres, enfin, aux offres commerciales, et qui sont téléchargeables. Vous pouvez télécharger, l'utiliser pour peu que vous ayez le matos, évidemment. Il y a plusieurs tailles de tous ces trucs, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a plusieurs tailles qui sont plus ou moins gérables selon votre matos. Mais c'est vraiment impressionnant de voir qu'il y a clairement, voilà, vous avez clairement la puissance de Claude, téléchargeable librement, quoi. C'est vraiment super. Et si vous insistez pour avoir de l'occidental, XCI vient même de libérer Grok 2. Et Musk annonce que Mecha Hitler serait disponible l'an prochain. Donc ça va être Ah, super. je On va me pouvoir télécharger réjouis. Mecha Hitler très bientôt, ça Ah c'est oui, vraiment cool. génial, super. Heu,
Est-ce que tu voulais toucher un petit mot de DeepSeek, quand même, dans sa version 3.1, qui est une espèce de version, qui arrive à fusionner quelque part 2 autres modèles, non? Enfin, DeepSeek 3.1 est très intéressant, oui, si on peut dire enfin, si on a le temps de dire 2 mots dessus. En fait, vous savez qu'il y avait DeepSeek version 3 et DeepSeek R1, qui est en fait la mmh. version qui réfléchit de la version 3. Et dans la version 3.1, DeepSeek, en fait, adopte la même attitude que Qwen 3, qui fait un peu il fait un petit peu la même chose. C'est-à-dire que globalement, vous pouvez lui demander de réfléchir ou de pas réfléchir, quoi. Donc c'est un modèle hybride qui sait réfléchir ou pas selon les cas, et qui donc vous avez plus besoin en fait de R1 et machin, vous avez, un seul truc. C'est une vraie tendance, hein, ça, d'ailleurs. Alors Qwen 3, on ne sait pas trop parce ils faisaient un petit peu ça, et puis là dernièrement, ils ont ressorti des versions révisées qui sont meilleures, mais qui sont séparées. Bon, je sais pas trop. Pour l'instant, c'est vraiment voilà, les Chinois sont en folie, ils arrêtent pas de sortir des modèles tout le temps, des modèles pour le texte, mais aussi pour l'image, hein, qui sortent, quotidiennement presque. C'est génial. Au passage, sur les modèles qui résonnent, ChatGPT fait un truc, hyper bien dans l'interface que j'avais pas vu ailleurs, si je dis pas de bêtises et qu'ils ont dû implémenter récemment. Sauf à ce que j'ai, réalisé ça dernièrement, ce qui est possible aussi, mais, il peut commencer à réfléchir, puis tu peux lui dire, «Arrête de réfléchir», quoi, en gros. Annule la réflexion, puis sors-moi ton truc. Ça me donne le sentiment que je suis face à quelqu'un qui commence à dire, «Attends, je vais essayer de répondre». Puis je lui donne une gifle, tu vois? Comme ça, tac! «Ah vas-y, réponds tout de suite maintenant» et hop, il me crache sa réponse. J'aime beaucoup ce Mais comportement. d'ailleurs, je crois qu'il y a ByteDance qui vient de sortir son modèle qui s'appelle Seed OSS, qui a une conscience de à quel point ça fait longtemps qu'il réfléchit ou pas et qui peut tenir compte de ça. Il s'auto-gifle, en fait. Si Si, jamais il c'est un voit peu qu'il ça, réfléchit trop longtemps, j'ai il se l'impression, d'accord. ouais, j'ai pas encore testé ça pour le coup, ça vient de sortir. Vous vous penserez à moi la prochaine fois que vous demanderez à votre chatbot de ne pas réfléchir. On continue comme tu le, présentais avec et c'est un domaine qui est là aussi, c'est fascinant, dans l'image et la vidéo forcément. Oui, en ce qui concerne la génération d'images ou de vidéos, ça a été très fast aussi. On a eu Crea, qui est une version de Flux qui est très remarquable pour son esthétique. On a eu One 2.2, un générateur vidéo qui est aussi bon que Kling, hein, qui rivalise sans problème avec VO. Le son en moins quand même, mais ça vient, ça aussi. Bon, enfin, Mmh. là, j'ai vu qu'ils avaient annoncé un truc S2V là, qui va arriver. On notera que Meta a d'ailleurs fait un partenariat avec Midjourney pour la génération d'images, hein, alors au détriment de ses propres générateurs qui n'ont jamais été extraordinaires. Mais apparemment, il y aura une collaboration d'ordre technique et technologique entre Midjourney et Meta. Et en tout cas, ceux qui attendaient impatiemment de modifier leurs images avec ChatGPT, enfin, comme avec ChatGPT, mais bon, chez eux, plus ou moins, ils seront aux anges avec Qwen Image Edit, qui va encore plus loin que Flux Context, hein, qui offrait déjà de belles possibilités. Alors, Qwen Image Edit et Qwen Image sont les derniers nés d'Alibaba, parce que oui, c'est deux trucs différents. L'un est basé sur l'autre, mais bon, donc Qwen Image, donc lui, il génère des images, voilà, comme d'habitude, quoi. C'est un modèle qui est très très bon pour rendre les textes, qui est capable de rendre les textes en chinois et en anglais, et même des pavés quoi, de texte. C'est assez impressionnant, qui a une très bonne adhérence au prompt. Et Qwen Image Edit, il est basé sur Qwen Image, et il permet de modifier les images d'une manière si puissante que perso, moi je revendrais mes actions Adobe, hein, si j'en avais, mais j'en ai pas. Bon, ça va, mais voilà, parce que vraiment tu peux tout changer, le style, l'éclairage, la pose, l'arrière-plan. Ouais, tu peux te rajouter un chapeau, te représenter en jouant de la guitare devant un squat couvert de graffiti. Tu peux même changer le point de vue d'une image existante, tu peux donner une photo de toi de profil et t'imagines de face, enfin, c'est vraiment, En vraiment gardant une impressionnant. cohérence, hein, en gardant parce que c'est un petit peu ça l'enjeu, c'est d'arriver à garder, Tout est l'image de cohérent, départ, hein. tout est C'est ça qui est naturel, puissant. c'est vraiment, vraiment impressionnant. Tu peux enlever des objets qui sont très fins, par exemple, des objets aussi fins qu'un cheveu. D'exemple, il y a sur la page officielle de Qwen, il y a un exemple, il y a un cheveu dans une assiette de spaghettis. Oui, c'est dégueu, et donc justement, bah, il l'enlève virtuellement, donc oui, il enlève, il demande poliment de le faire et il y a aucun problème. Le modèle est aussi très fort avec le texte, hein, ouais, ça je lui ai dit. Alors, c'est vrai que Coinimage est un cran au-dessus, ouais, Image Edit a l'air un cran au-dessus de tout le monde, voire de ChatGPT dans le texte. Bon, quand même, la star de la semaine dernière en la matière, ça a quand même été Nano Banana, qui a énormément fait parler puisque c'était un modèle mystère, Mmh. qui est voilà, où il y a eu beaucoup de spéculations. On a assez rapidement, voilà, c'est Google a été un gros candidat sur qui était en train de faire ce truc-là. Ça Mmh. a été officialisé, ça y est. Donc Nano Banana, c'est officiellement Gemini 2.5 Flash Image, enfin, en preview, hein, qui est d'ailleurs d'ores et déjà utilisable sur AI Studio. Et donc ce modèle mystère, il a vraiment fait sensation parce que il fait tout ce que je viens de dire, tout ce que Image Edit est capable de faire, mais il le fait encore mieux, quoi, d'une manière encore plus naturelle. Il faut voir, hein, faut voir comment il fait pour
C'est-à-dire, vous lui donnez 2 photos, mais vraiment, sorties des sites internet, hein, de Sundar Pichai et Satya Nadella. Vous lui demandez, voilà, ils sont en vacances, voilà, montre-moi ces deux personnes en vacances. Il te les met en Bermuda sur une plage. Je veux dire, tout est très naturel, il y a aucun problème, c'est vraiment impressionnant. Et il est vraiment très fort pour comprendre de manière plus profonde les prompts. Alors un exemple frappant, enfin qui moi m'a frappé, vous demandez à n'importe quel générateur d'images de vous faire, voilà, une image d'un plat de lasagne surgelé qui a cuit dans un four à 200 degrés pendant 5 jours. Bon, Oula, OK, d'accord. la plupart, ils vont vous faire un plat de lasagne, normal, quoi. La Ouais, quasi-totalité, tu demandes ça à mi-journée, bah, tu un plat de lasagne, OK. appétissant, tout ça. Nano Banana, lui, il va te faire un plat de lasagne cramé. Ah, Parce qu'il a compris que, si c'est à 200 degrés pendant 5 jours, bah, c'est probablement pas, voilà, c'est peut-être pas la bonne cuisson. Donc l'édition d'images par IA, vraiment, elle a un avenir, mais vraiment radieux, c'est extraordinaire. Les faux sur les réseaux sociaux aussi ont un avenir radieux. eh Par oui. contre, je sais pas si Photoshop, il a un avenir radieux, lui, hein. Ouais, c'est vrai que peut-être qu'à terme, ça va être compliqué pour ces outils qui sont si complexes avec leur interface, là où il suffit de saisir quelques prompts parfois et d'avoir des résultats. Bon, on n'en est pas encore là, mais l'avenir, est peut-être assez proche malgré tout. On continue Guillaume parce que en matière de génération, de contenu par intelligence artificielle, on avait déjà parlé de Génie 2 et d'autres, hein, d'ailleurs, je crois, qui permettent de créer des univers virtuels. La première idée qu'on a en tête, c'est: «Waouh, on va faire des jeux vidéo avec ça». Bon, calmez-vous, c'est peut-être pas, forcément l'usage le plus évident, mais quand même, ça progresse énormément et DeepMind propose une et présente une itération qui, repousse encore les limites, hein, c'est ça? Oui, on peut aussi mentionner donc Genie 3 de Google, qui est un nouveau générateur de vidéos interactives. Moi, c'est comme ça que je les conçois, hein. Mmh. C'est vrai que certains considèrent ça comme un moteur de jeu, mais c'est vraiment un générateur de vidéos qui est conditionné par un texte et qui est aussi conditionné par des entrées en temps réel de l'utilisateur. Des entrées clavier, hein, tu peux te déplacer dans Mmh. la génération. Et c'est d'ailleurs c'est nouveau probablement, tu peux rajouter des choses, c'est-à-dire que tu peux rajouter des prompts au fur et à mesure, et donc tu peux rajouter des éléments à n'importe quel moment dans la vidéo. Donc je sais pas, tu es dans un champ, tu y cours libre et heureux comme Laura Ingalls, et à un moment, tu peux rajouter un ours, quoi, là, comme ça tu pimentes un petit peu la situation. Tu peux changer l'heure de la journée, tu peux faire pleuvoir. Fondamentalement, Genie 3 reprend le principe du 2, hein, dont on avait déjà parlé évidemment, mais en tellement mieux que ça change quand même tout, quoi, hein. Genie Mmh. 3 produit des vidéos en 1080p à 24 images secondes, hein, la qualité est très, très, très au-dessus. C'est vraiment le jour et la nuit, et là, on commence vraiment à avoir quelque chose de crédible. Surtout, la cohérence temporelle a fait un vrai bond, de même que la connaissance de la physique aussi. Les vidéos restent cohérentes sur une durée de l'ordre de la minute, un peu plus, un peu moins, ce qui est déjà très impressionnant. Et la physique est bluffante aussi, hein. Si vous avez un pinceau plein de peinture, vous vous approchez d'un mur, si tu touches le mur, Ouais. bah, ça peint le mur. Mmh. Mmh. Il y a aussi une démo, vous êtes dans un bateau sur une rivière, il y a des sortes de lampions qui flottent, bah, si vous tapez dans un lampion, bah, il réagit de manière réaliste, voilà, aux flottants, et cetera. Je continue de penser qu'hormis pour des expériences rapides et très basiques, ce sera pas très utile pour le jeu vidéo. Ouais. Par contre, Mmh. à terme, ça peut devenir un outil très, très puissant pour la production vidéo. Parce que là, tu peux carrément faire de la mise en scène, en fait. Tu peux déplacer la caméra, tu peux invoquer des personnages quand tu veux, tu peux expérimenter des ambiances, le potentiel est vraiment énorme. Alors peut-être que si c'est techniquement possible en termes de puissance de calcul, parce qu'évidemment, voilà, ça à mon avis doit demander, une certaine puissance, ça pourrait, à terme, ce genre de truc pourrait devenir la norme de la génération vidéo, tout complet avec le son, parce que là, ce serait fou. Tu donnes le script, ton film est généré et tu te déplaces sur le set virtuel en temps réel comme un vrai metteur en scène, en changeant des trucs, enfin, c'est en modifiant des trucs en temps réel, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Tout cela est évidemment extrêmement enthousiasmant et en même temps, bah, vous connaissez un peu la mécanique, rhétorique, hein, quand on présente tous ces outils. C'est que c'est, aussi l'opportunité pour nous de souligner tous les risques et toutes les dérives qui peut, y avoir, derrière. On peut faire une petite sélection du moment, Guillaume? Oui, alors je sais pas si vous connaissez sans doute, Sydney Sweeney, hein, l'actrice de Moi, je connais Euphoria. maintenant. Bah oui, elle a l'actrice d'Euphoria qui a aussi joué dans Madame Web, hein, ce chef-d'œuvre interplanétaire. Et Sydney, elle a un physique, voilà, son physique, c'est un point fort, hein, voilà, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment un point fort, et ce physique a été mis à contribution pour vendre des jeans de la marque American Eagle. La blague étant que Jen se prononce, jeans en anglais, Mmh. et que Sydney étant une bombe, bon, bah, elle a de bons gènes, elle a de bons jeans, et ben voilà, comme les jeans, Mmh. quoi, elle a de bons jeans, voilà. Et c'est tout, en fait, hein, voilà, l'idée s'arrête là. Et puis, bah, ça fait une pub où une blonde à gros seins vend des vêtements, ce qui est pas franchement du jamais vu. Mais bon, on est aux États-Unis et ça fait quand même une polémique politique pour je sais pas trop quoi, et je m'en fous un peu, honnêtement, c'est pas vraiment le truc. Parce que la raison pour laquelle j'en parle,
Bah, déjà, c'est parce que je vais pouvoir mettre une image putaclic en cover, ça c'est pas mal. Et oui, Mais évidemment. évidemment, Alors, c'est je pas peux tout le le dire temps que je hein, peux aux mettre une blonde auditeurs. Magrossa en cover, franchement. Je peux le dire aux auditeurs, hein, tu as proposé 2 images, il y avait les Pixel 10 et et une image flatteuse. Bon, bah, voilà, tu m'as laissé choisir, Guillaume, hein? Non, non, mais tu mets celle que tu veux en vrai, mais honnêtement, non, Oui. pour le coup, tu mets Si celle vous que tu voyez les veux, mais Pixel 10, vous verrez, le choix que j'ai fait. voilà. En tous les cas, voilà, c'est exactement. Mais bon, en tout cas, il y a, des petits malins qui ont fait un deepfake, parce que tout ça fait le buzz et il y a des petits malins qui ont fait un deepfake d'une sénatrice américaine qui s'appelle Amy Klobuchar et qui raconte des trucs, hyper vulgos et pas crédibles, hein, du genre, «Oui, les républicains, ils ont des bombes qui font des pubs et nous aussi, on veut des petites grosses qui font des pubs pour des jeans», bon. Ce genre de truc, c'est vraiment ça ne vole pas très haut, quoi. Et c'est vrai que c'est très peu probable que ça soit une vidéo authentique, mais le truc, c'est que c'est bien fait, quoi. Mmh. La synchro labiale est bonne, on dirait une vidéo authentique de Amy Klobuchar. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, Amy, elle a été choquée. Elle a été choquée que ce soit aussi bon, en fait. Ça l'a réveillée, en quelque sorte. Du coup, elle a pris conscience du danger, quoi. Elle a pris conscience que, bah oui, maintenant, on peut faire ça et que pratiquement n'importe qui peut faire ce genre de truc. Et donc, elle veut plus d'encadrement, tout ça, bon, classique. Pourtant, moi, ce qui m'inquiète le plus perso, c'est pas du tout ce genre de vidéo qui est assez clairement parodique, hein. Au contraire, c'est quand c'est subtil, quoi, quand ça alerte pas. Mmh. Voir quand c'est mélangé à du vrai. Et ça, on l'a vu très bien quand Trump a envoyé de la garde nationale à Washington. Autre épisode ahurissant qu'on va pas commenter là, c'est pas le sujet, mais voilà. Sur TikTok, il y a eu des dizaines de vidéos là-dessus, dont certaines sont des montages avec des vraies et des fausses images entremêlées. Parfois c'est flou, parfois c'est accéléré, parfois t'as un abruti sur fond vert qui fait des commentaires comme s'il avait une vraie valeur ajoutée. Et si tu connais pas Washington, si tu connais pas la situation, si tu fais pas attention, bah, et là, comme c'est présenté, bah, c'est super dur en fait, tu peux pas savoir. Ta perception de la réalité, elle est subtilement altérée et tu en as pas conscience. Et ces vidéos ont été postées, repostées, partagées des millions de fois et les origines des morceaux même se perdent dans le chaos, quoi. Et ça va devenir la norme. Et ça touche tous les domaines. Et pour conclure, on pourrait effectivement évoquer la mésaventure d'Emily Portman, pas Nathalie, hein, Emily Portman. C'est une chanteuse anglaise, hein, qui fait de la folk et qui a, qui a reçu un message d'un fan qui l'a félicité pour son dernier album qui s'appelle Orca et qui lui a beaucoup plu. Alors le souci, le problème, c'est que c'est pas elle qui l'a fait cet album, c'est personne en fait. Orca, c'est un album généré par IA qui ressemble énormément à ce qu'elle produit. Même les titres des chansons sont crédibles dans le style, hein, C'est incroyable, hein. c'est à croire que quelqu'un a même entraîné un modèle spécifiquement pour lui ressembler. Orca était sur Spotify, sur iTunes et tout, et elle était créditée, hein, comme auteur-interprète, et elle a aucune idée de qui a posté tout ça. Emily a mis beaucoup de temps, des semaines avant de regagner les droits de son compte et de forcer Spotify à virer son faux album. Les plateformes sont pas proactives, et elles vérifient pas, et après c'est super galère de virer les faux qui se multiplient. Parce que le cas d'Emily, il est pas du tout isolé, on connaît celui aussi de John Kaufman, qui est un musicien qui a travaillé avec Taylor Swift, et même de Blaze Foley, qui est mort en 89. Bon, parfois c'est carrément bien fait, hein, le style est bon, la voix est crédible, les paroles aussi, et même il y a même des fausses photos d'artistes qui sont générées, parfois très flatteuses d'ailleurs. Pire que tout, parfois, les fans aiment. Certains regrettent Orca. Imagine ce que tu dois ressentir. T'es, t'es chanteur, une IA t'imite et les gens adorent. Enfin, C'est vrai que c'est dingue. Ça doit être, et il y a difficile d'être heureux, 90 je 000 pense. chansons qui sont uploadées chaque jour sur les plateformes de streaming. Combien sont synthétiques? Combien sont synthétiques et usurpent l'identité d'un artiste qui est pas trop connu pour voler sous les radars tout en se faisant un petit billet sur leur dos? Et chaque jour, générer du contenu devient de plus en plus facile et plus accessible. C'est vertigineux, hein. Dans la continuité, on pourrait, parler, de Jul là, hein, cet acteur, ce chanteur pardon, français, qui est connu pour sortir, moult albums. Moi, je connais pas bien sa discographie, mais enfin tout le monde connaît au moins de nom, Jul et il a, sorti, une chanson et qui a été, décortiquée, par, un professionnel du son et qui, a identifié très clairement que, la musique a les signaux caractéristiques d'une musique qui a été générée par IA. Probablement sur, Suno et voilà, il y a sa voix, hein, c'est sa vraie voix, mais derrière toute la composition musicale est faite avec Suno et il dit, et on le dit pas, on s'offusque pas, c'est complètement dingue. On pourrait aussi parler de ce qui est arrivé à Wired, ce journal, américain, que vous connaissez bien et qui s'est fait avoir par un pigiste IA et là, c'est marrant parce que ça va assez loin, hein. C'est pas juste, le papier qui est fait par, IA. C'est le sujet même de fond qui est complètement inventé par IA avec, en discutant, le pigiste aurait pu proposer des sujets sur des villes qui n'existent pas et c'est comme ça que le rédacteur en chef a commencé à se poser des questions. Mais en fait, il dialoguait même avec, une IA, ils s'en sont rendus compte. C'est-à-dire que tout était fait pour qu'il y ait vraiment le minimum d'effort de la part, des personnes qui voulaient profiter
des contenus générés par IA. J'imagine que le rédacteur en chef aurait demandé la recette de la tarte aux fraises à la ou le pigiste. Il aurait probablement eu une réponse. Donc voilà, ça laisse songeur un petit peu tous ces usages dérivés et c'est important, je pense, qu'on puisse vous les partager dans Tech Café. On enchaîne et on va conclure cet épisode avec une mini rubrique jeux vidéo. Avant, je ne peux pas m'empêcher, Guillaume, de te poser la question. Est-ce que tu as avancé dans des jeux à titre perso cet été? À quoi as-tu joué? Est-ce que Ouais, tu j'ai as peu joué? joué, j'ai pas beaucoup joué cet été. On a fait The Quarry avec des potes qui est assez sympa à faire. Bah, c'est un slasher, tu connais sans doute, hein? Tu vois ce que Ouais, c'est? de nom, ouais. J'y ai pas joué, Ouais, mais ouais, ouais, je vois. c'est un slasher interactif qui est marrant et puis j'ai testé Starfield. Ah! Alors au lieu de continuer les jeux que j'avais commencé, évidemment, j'avais commencé un autre qui est super long et que j'ai pas repris, mais oui, oui, j'ai commencé Starfield qui est sympa, bon, qui te tue pas franchement, mais bon, qui est sympa. Et D'accord. sinon, ouais, non, sinon j'ai pas énormément joué, je dois bien avouer, c'est une honte, hein, ça passe, hein, et donc du coup, quelle crédibilité j'ai pour parler de la Gamescom, hein, qui s'est ouverte il y a pas longtemps avec un certain nombre de bon voilà, avec un certain nombre bah, comme d'habitude, hein, de trailers, de Mmh. démos. Bah, moi, mis à part Silent Hill F, franchement, qui pourrait me pousser un jour à acheter une PS5 pour le coup. Il y a pas grand chose qui m'a vraiment frappé, très honnêtement, hein. Je sais pas s'il y a toi des trucs que tu as vus? Écoute, Guillaume, j'ai, vu la bande annonce, hein, de Ghost of Yotei et puis notamment le Ghost of Yotei DLC, aussi, oui, c'est vrai, tout à fait. voilà, le DLC qui a été, présenté pour 2026, donc ce qui laisse imaginer qu'il y aura quand même pas écoute, moi ça me donne envie, hein, je sais Oui, oui, pas, non, oui, ce que tout à ça fait, donnera au tout à final, fait. mais Ghost of bon, Yotei aussi, ah bah, Ghost of c'est Tsushima pas un était nouveau très, très jeu, bien, hein, était mais très, très bien. ça donne Mais ouais, vraiment envie. non, il y Alors a j'ai pas fait Ghost of Tsushima, donc je me rends pas compte, de ce que ça peut donner, mais j'ai l'impression quand même que je peux être largement client et puis quand même, hein, j'ai vu, la cinématique, pour, World of Warcraft, Midnight et enfin oui, franchement bon. ils savent faire quand même, hein, ils Oui, savent oui, mais faire. ça me tue qu'ils fassent encore des cinématiques, enfin des cinématiques purement CG, quoi. Je veux dire, Mmh, tu fais encore ça en 2025, mmh. bah, ça sert à quoi? Enfin, je m'en fous, moi, je veux voir le jeu, Ah j'en ai bah, elles rien à sont bien foutre. faites! Bah oui, alors oui, c'est bien fait. Ça a C'est toujours vrai que quand été, tu vois même le ça fait gameplay 20 ans après que il y c'est bien a fait, mais bon, ouais. je sais pas. Moi, c'est vrai que bon, enfin, en tout cas, voilà, Silent Hill F, là, je succombais pour Yotei et Silent Hill à une PS5, pour me retrouver dans le Japon glauque des années 50, écoute, je sais pas. Que Heureusement des que choses enthousiasmantes. oui, oui, non, c'est clair, c'est vrai. Et puis bon, alors, en plus, je suis en France, donc ça veut dire que, pour l'instant, la guerre tarifaire de Trump ne m'a pas complètement, rejoint. Enfin si, dans une certaine mesure, puisque tu as vu, la Poste refuse l'expédition de paquets aux États-Unis, sauf si c'est entre Mmh. particuliers, pour des colis de moins de 100 $. Parce que voilà, Mmh la mh. de minimis, hein, elle va prendre fin le 29 août et ça pourrait changer pas mal les habitudes de consommation. Mais bon, il y a surtout le prix de le prix des PlayStation 5, hein, qui a augmenté de 50 $, toutes les PS5 ont augmenté de 50 $ aux États-Unis. C'est fabuleux, hein. La Xbox avait déjà augmenté en début d'année, après il y a eu la Switch, il y a les accessoires Switch 2 aussi. Une époque étrange, voilà, Mmh. l'époque, enfin, peut-être l'occasion de passer au PC ou au streaming, je sais pas. Effectivement, il y a peut-être des solutions, alternatives que vous pouvez nous partager, tu veux nous toucher un petit mot justement peut-être, de quand même, GeForce Now qui a été en test, chez Frandroid là, non? Oui, c'était aussi la Gamescom d'ailleurs que Nvidia a présenté son «nouveau» entre guillemets, GeForce Now, puisqu'il donne désormais l'accès à une Mmh. 5080. Donc c'est à vous, bah, le DLSS 4, et puis il y a un nouveau mode de streaming qui est quand même pas mal c'est un mode dit cinéma, HDR, haute qualité d'encodage, apparemment ça se voit quand même, hein, c'est voilà, l'image est vraiment meilleure, il y a moins d'artefacts, tout ça. Et c'est vrai que le passage de la 4080 à la 5080, étant donné la similitude technique quand même, bah, des 2 cartes, ça aurait pu être anecdotique. Pourtant, d'après les tests de Frandroid, ça bah, c'est pas mal. Tout combiné, ça donne quand même une meilleure expérience, et c'est vrai que c'est sympa. Puis c'est une bonne manière de profiter des nouveaux cheveux d'Harrison Ford, hein, qui a bénéficié d'une nouvelle greffe de cheveux. Ah oui, il rajeunit pas. Et ouais, bah, en fait, je parle de la technologie de cheveux de Nvidia qui a fait ses débuts dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, donc RTX R. C'est une technologie qui est là depuis longtemps, mais qui a changé et qui désormais utilise une technique à base de boules. Ouais, les cheveux sont faits avec des boules. On dirait pas comme ça, hein. Paradoxal. C'est étrange, hein, mais du coup, les cheveux sont faits avec des boules qui sont étirées comme ça, et c'est la traînée que fait la boule, en fait, qui permet de faire le cheveu. Et puis, bah, du coup, c'est un volume, en fait, hein, et donc ça fait des cheveux qui ont un vrai volume. Donc on peut vraiment mieux shader, donc ça donne plus de volume, plus de brillance, comme dans une pub L'Oréal, tu vois. Ah oui, c'est Enfin, exactement ça. c'est ça, les cheveux sont dessinés avec des petites boules et ça suit la forme, quoi, et ça donne un petit volume et ça fait des cheveux qui sont mieux éclairés et intégrés dans la scène. Donc l'avenir du poil, c'est les boules.
C'est Comme magnifique, quoi. bravo. Bien trouvé, bien identifié. Guillaume, j'ai relancé, Clair Obscur Expédition 33 parce que j'ai terminé Balatro. Enfin, j'ai terminé, tu sais que ça me fait mal dans mon petit cœur. Il me manque un succès Steam, mais qui est, absolument inatteignable à mes yeux dans Balatro. Donc j'ai accepté, de faire, mon divorce avec, Balatro et donc je remets, ma vie entre les mains de jeux plus classiques et donc je relance Clair Obscur Expédition 33 et je voulais faire le lien avec les cheveux d'Harrison Ford parce que clairement, il y a un souci dans Clair Obscur Expédition 33, je sais pas si tu l'as remarqué, mais le rendu des cheveux est tout à la fois, chouette à certains égards, mais alors quand il se détache du fond, c'est grotesque, c'est vraiment pas bien fait. Je sais pas si tu avais remarqué ça et je sais pas d'ailleurs au passage si tu as avancé dans Clair Obscur Expédition 33. Ouais, bon, bah, écoute, on va me retrouver dans Clair Obscur, voilà, tu ta réponse, on va me retrouver. Parce qu'il faut que je le finisse. En fait, je suis dernier boss et je procrastine, OK, je procrastine trop, d'accord. là. Parce qu'en fait, Bon, je sais qu'après c'est fini et puis, bon, voilà, je me balade, je me dis: «Bon, voilà, le jeu est fait, quoi», tu vois? Il faut que je m'y attelle et que je finisse une bonne fois, que je flingue au noir une dernière fois. très bien. Eh ben, magnifique, bien joué. Moi, j'ai terminé, l'acte 1 et je vais m'y remettre, activement. Qui sait, au fil des épisodes, vous saurez si jamais j'ai terminé le jeu avant Guillaume. Tout porte à croire qu'il l'aura terminé avant parce qu'il ne reste pas grand-chose. Mais enfin, vu sa force, comme la mienne, hein, sur d'autres sujets, de procrastination, peut-être que j'ai mes chances. Allez, je vous laisse miser et peut-être que le mieux pour miser, c'est sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Vous vous inscrivez et puis vous pouvez accéder à des rubriques, qui touchent à, des discussions de la tech, mais aussi d'autres sujets un petit peu moins dans le monde de la tech. Il y a une rubrique qui a vu le jour, cet été, qui est celle de jeux de société. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous aimez les jeux de société, ça peut être, très cool, ça donne des idées et puis, bah, j'ai l'impression, Guillaume, qu'on sait déjà où te retrouver. Est-ce que tu nous confirmes que c'est bien Clair Obscur Expédition 33? Oui, ça va être mais là, je me mets tout seul la En pression, mode là. histoire? Ou en mode normal? Ah bah, pour l'instant, je suis encore en mode normal, mais bon, enfin, D'accord. je sais pas, on va voir. On va voir ce que me Très bien. réserve j'ai peur de ce que me réserve le dernier combat, honnêtement, hein. Ah, bah, écoute, je peux pas te dire, je sais pas. Suspense. Allez, je vous laisse faire vos paris. Moi, c'est donc, Guillaume Vendée. Vous me retrouvez, notamment à tenter d'officier un petit peu en vidéo aussi, hein, sur, YouTube maintenant. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode et sur techcafé.fr. Vous pouvez interagir avec moi sur, plein de plateformes. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. On se réjouit avec Guillaume, je parle en ton nom un petit peu, mon cher Guillaume, mais qu'on Non, non, puisse moi, ça me relancer. saoule. Alors le dis pas, je l'enlèverai au montage. Mais en tout cas, moi, je me réjouis de me retrouver dans ta café et puis de passer une nouvelle saison en votre compagnie pour découvrir toujours plus de modèles formidables, toujours plus de situations grotesques liées à la politique américaine qui impactent la tech et notre consommation au quotidien. Et puis des appareils what the fuck qu'on sera ravis de décortiquer en votre présence. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.